at first sight. I know I want a Sunday kind of love. Le destin n'est jamais joué d'avance. Et si ce qui nous attendait était bien plus beau que ce qui est derrière nous? Ainsi soit-il, t'as beau pas être beau, en 50 ans de carrière, Louis Chédid a signé des mélodies qui ont marqué leur époque. Pourtant, ce pur autodidacte, devenu musicien par hasard, était plutôt mal parti dans la vie. J'ai redoublé 3 fois et je me souviens très bien, à l'âge de 16 ans, j'ai été voir mes parents, je leur ai dit, vous savez, moi je veux arrêter l'école, enfin je l'ai dit avec toutes les formes possibles et imaginables. Et ma mère s'est mise à pleurer. Ça va être délicieux. Bien vendu. Bon, magnifique. À l'affiche de la série Zorro, aux côtés de Jean Dujardin, Audrey Dana rêvait d'être comédienne depuis l'âge de 6 ans. Elle a puisé dans cet espoir fou la force de surmonter une enfance particulièrement chaotique. Ils ont dit elle vit dans une secte. Ils ont vu des centaines de personnes, ils ont vu de la drogue. Ma mère, elle est à la tête d'une secte, que c'est une droguée, une prostituée, que je vis dans un bordel. Ah, ça c'est le bout, ouais, c'est le bout. Oh là là là. Malgré sa timidité maladive, Baptiste Le Caplin est devenu une tête d'affiche de l'humour français. Sur scène, il est capable de jouer tous les rôles, y compris le sien, pour nous faire rire de nos failles. Je rencontre quelqu'un, effectivement, et j'ai une double vie pendant 3 mois. Et donc, je décide D'écrire un sketch là-dessus. Pardon, 7 ans après, je rencontre mon co-auteur Florent Bernard. Je lui raconte l'épisode de l'infidélité de ce moment-là. Il dit, est-ce que tu crois qu'on peut en faire quelque chose? Il me dit oui, t'es clairement en faute. T'en parles à ta meuf avant ou pas, quand même? Alors c'est là c'est la petite subtilité du truc. Tu l'avais même pas dit que t'écrivais un truc? Je lui ai dit, ça parle un peu de toi. Parce qu'elle s'est décollée. Cette semaine encore, les personnalités se découvrent sous un jour tout à fait inattendu, le temps d'un dimanche à la campagne. Suis-je un homme politique? Oui. Hollande? Ouais, bravo. Bravo. Et maintenant, c'est la situation. Oui, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, François Hollande? Mais à cet instant, nos 3 invités ignorent tout de ce qui les attend. C'est des trous de taupes, il y a même des taupes ici. Il n'y a plus de respect. Every time, Très bonne idée, Matt, les chaussures blanches. Hop là. just like me, they long to be close On to est dans la jungle. Why Spire, viens avec moi, mon cœur. falls out Il y a un chien. the sky. L'invité, c'est un chien. Ah ouais, c'est concept. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bonjour. Bonjour. Madame Audrey, comment tu vas? Ça va et toi? Bonjour Je le suis désolée. chien, comment tu t'appelles? Spirit. Spirit. Ouais, là, il est pas du tout content, il déteste ce lot. Just got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust Et on rame, tu crois que c'est nous qui ramons? Ah ouais, on rame, ouais. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Enchantée, Louis. je suis Audrey. Enchanté. Baptiste, enchanté. Oui, bonjour Baptiste. Quelle joie de voir cette guitare. Vous avez votre guitare? Non, mais je suis venu, j'ai rien, C'est moi. chouette. J'aurais dû venir au moins avec un mix des deux, quoi. Mais je suis apprête. Hein. Ah bah non, mais je sais pas en jouer, mais... Ah bon? Non, non, c'est pas vrai. J'aurais dû venir avec une flûte Aucun ou problème. un poisson rouge. Alors, qui va tout au milieu? Vous voulez aller au milieu? Moi, je me mets là, ça va ou pas? Moi, je me mets derrière. Attention. Hop, super. Là, je vais prendre une rame parce Tu qu'il y a sais pas de ramer ou raison, pas tu Il vois. faut faire d'un Je côté peux et de ramer, l'autre. hein. Attends, alors il faut... ouais, Oh là parce là, que là, oh là là. on va au barrage, là. Ah, non, mais on va... Moi, je le vois bien, le barrage, là. hein. Non, regarde, ça Ah va. non, on va bien tourner. Allez, tout droit. Super. C'est rigolo. On pourrait mettre un petit moteur, quand même. Ouais. À 5 volts, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est exprès, tu vois. Il y a une dizaine de kilomètres à Ah faire. ouais, on est bien. Ah, il y a un ponton, alors. C'est peut-être ça. Oui, ça va être là, oui. Et là, il va falloir accoster. Merde. Je pense qu'il en a connu d'autres, le bateau. Ouais, il n'y a pas de caution. Ok. Hop là. Vous avez super bien ramé, les mecs. Merci, c'est gentil. t'es Bienvenue adorable. à tous les 3. Vous pouvez suivre les panneaux verts jusqu'à la maison. Je vous laisse vous installer et vous rejoins au plus vite. Bon, c'est très très bien indiqué, hein. On n'est pas du tout perdu. Waouh! Ah ouais, là on est sur du joli. Bonjour. Alors, Et salut! Merci Ah, ça pour me fait plaisir de vous l'invitation, ça fait rencontrer. super plaisir.
Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue. Allez vous installer. Ok. Allez, va viens, Trop Spirit, content. viens. Pareil. Merci. Pareil. Merci. Tu n'es pas changé. Nous avons changé. Tu vas bien? Ouais, c'est un plaisir. Coucou, Hop t'es là, tenez. belle. Installez-vous, T'es installez-vous. belle. Comment elle s'appelle, ta chienne? Picoline. Elle est bien nourrie, cette chienne. Je sens C'est au les poils, poil. c'est les poils. Bon, comment ça va? Ça va bien? Comment s'est passée la traversée? On est bien ramé, non, quand même? Audrey, comédienne, scénariste, réalisatrice. Vous êtes aux côtés de Jean Dujardin dans une nouvelle version de Zorro qu'on verra sur France 2 très prochainement. Assez décalée, déjantée. Et vous jouez la femme de Zorro. Vous ne connaissez pas la femme de Zorro? Non, ça y est. Elle est née. Elle est inventée pour vous. Tu joues la Elle fan est de inventée. Zorro? Ah, génial. Ouais. Ah, ok. Vous avez démarré au théâtre et puis c'est Claude Lelouch qui va vous mettre à l'affiche tout de suite. Vous êtes extrêmement souriante, solaire. C'est assez troublant parce que vous dites je le dois à mon enfance. Et c'était une enfance pour le moins en manque de repères, de cadres, assez chaotique parfois. Donc vous êtes un archétype de la résilience, donc forcément c'est inspirant. Louis Chédid, vous êtes auteur, compositeur, interprète, écrivain. Vous aviez des parents illustres. Une maman écrivain, un papa biologiste et avec une grande renommée. On sait que c'est difficile de grandir à l'ombre d'un chêne, donc là c'est 2 chênes. Donc il faut trouver sa place, il faut être à la hauteur. Ouais. En plus, le système scolaire, c'était pas pour vous. Ah non, pas du tout. Donc forcément, vous provoquez de l'inquiétude chez ses parents illustres. On parle aussi de votre clan. On a l'impression que le mot qui caractérise votre histoire, c'est la transmission. Vous avez 4 enfants artistes. Ouais. Et donc ça fait plaisir à voir. En plus, Bah on ouais. sent la fierté chez vous. Bah oui, c'est formidable. C'est une chance inouïe, quoi. Baptiste Le Caplin. Frédéric Lopez. Bonjour. Vous êtes humoriste, comédien. On vous a découvert dans Bref, on vous a découvert dans New York, le film de Géraldine Nakache. Là aussi, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, vous êtes exposé. Alors, vous étiez maladivement timide. Ouais. Et la particularité de ce que vous faites, c'est qu'il y a une énergie sur scène folle. Vous parlez toujours de vous, de ce qui vous arrive. Vous parlez de l'infidélité récemment. Ouais. Et on parlera de tout ça. Mais auparavant, j'ai une question très très importante. C'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Sur qui je peux compter? Alors, pas sur moi. C'est-à-dire, ok. Ça va être très compliqué. Moi, je veux aussi. bien couper des choses. Ouais. Je coupe Je veux bien, parfaitement. je veux bien reprédécouper les choses derrière. J'ai une recette. Ah, je bah serais voilà. contente de la faire. Des pâtes de riz avec de l'huile de sésame toastée et de la sauce soja et plein de légumes vapeur Ah, bah, c'est dedans. parfait. C'est parfait, très Ça bien. va être Bien vendu, délicieux. c'est bien vendu. Bon, magnifique. Je vais vous proposer de découvrir vos chambres. D'accord. Et puis, on va se retrouver dans la grange. Ok. J'aime bien Ok. cette phrase. On prend la valise. Bah oui, oui, vous êtes dans vos chambres. Vas-y. Merci. The morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down. Ah oui. Ah oui, bien sûr. C'est chouette. C'est un truc qui te parle, ça? Bah oui. T'es trop jeune. Ah ouais, non, ça me dit pas. Toi? Manimal, hein, je connais pas. Ah, t'es trop vieux. C'était un mec dans une série dans les années 80 qui se transformait en animal. Et j'adorais. Mais n'importe quel animal? N'importe quel animal. Ah, génial. Il avait tous les animaux en lui. Bon, comment vous sentez là, ça Oh va? bah, c'est bien. chouette, c'est beau. Ouais. Et je vais poser ma première question à Louis Chédid. Je vous propose de regarder une photo de vous enfant Ouais. qui va apparaître ici. Ah d'accord. Ouais, ça c'est moi. Ça. Waouh. Trop belle photo. Je te reconnais tellement. Ah oui. Mm. C'est ma mère qui avait pris cette photo, je crois. En Très Suisse. belle. Je crois que c'était en Très, très Suisse. belle. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ce petit garçon? Bah je sais pas. J'ai l'impression qu'il regarde. Vous dites Devant. il. Vous dites il, que c'était quelqu'un d'autre. Ouais. Ah ben on est plusieurs, hein, je pense. Il regarde devant lui. Il sent que la route va être un petit peu longue pendant un certain temps. J'ai envie de lui dire, ça va aller, petit gars. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut vous raconter dans quel environnement vous grandissez? Dans quelle ville? Et vos parents font quoi? Mes parents sont libanais d'origine et égyptiens par immigration, disons. Et je suis né en Égypte, sur le canal de Suez. Il y avait une clinique d'accouchement extraordinaire. Vous êtes venu habiter à Paris à quel âge, vous? Mais moi, je suis venu, j'avais 6 mois. Mes parents étaient fascinés par la France. La France, c'est un pays de culture. La France, c'est un pays très ouvert. Et puis, ma mère était écrivain. Ils connaissaient pas mal de monde dans le milieu artistique et tout ça. Et donc, ils ont habité en France à partir de 1945, je crois. Et je me sens autant français qu'oriental. Votre maman est écrivain. Hein. En plus, c'est une écrivain à succès. C'est une Écrivain, écrivain qui ouais, est ouais. renommé.
Et votre papa, à ce moment-là, quand vous êtes enfant, il fait quoi? Alors mon père, il était biologiste et il travaillait à l'Institut Pasteur et au Collège de France. C'était un chercheur, mais à la fois c'était quelqu'un de frustré d'une certaine manière parce que son rêve aurait été d'être artiste. Et du coup, l'atmosphère à la maison, quand on a des parents illustres. Alors ma maman a été vraiment dans sa bulle, c'est-à-dire que ça a été dans les nuages, poétesse, écrivain et tout ça machin, mais extrêmement affectueuse. Rien à dire, quoi. Et mon père, il n'était pas très présent, si tu veux, au niveau parents, conseilleur, attentif. C'était pas son truc, quoi. Vers 8 ans, je crois que vous réalisez, en fait, ce que est en train de faire votre maman. Elle est toujours en train d'écrire. Ouais. Et je voyais ma mère se réveiller le matin, elle allait prendre son petit-déj, et elle se recouchait. Et elle avait une table, tu sais, où il y avait sa machine à écrire. Et moi, j'allais à l'école à 7h30 ou je sais pas quoi. Et elle était au lit et je me disais, c'est quoi ce boulot incroyable de passer sa journée au plumard, quoi. Je veux dire, pour moi, mais c'est ça que je veux faire plus tard, moi. Je veux... C'est comme ça qu'il va choisir d'être artiste. Et c'est comme ça que j'ai choisi le métier artistique, parce que je me suis dit, je veux être libre, quoi. Je veux être libre. J'ai eu une scolarité hasardeuse, je dirais, pour ne pas dire catastrophique. J'ai détesté l'école. Alors, j'étais très très bon jusqu'à 8 ans. Et puis à 8 ans, je sais pas, il a dû se passer un truc. J'ai fermé toutes les portes. J'ai gardé que la porte de la lecture, parce que j'adorais lire et ça me faisait m'évader, etc. Le fait que vous ne travaillez pas à l'école ou que ça vous intéresse plus, non. Les parents réagissent comment? Mal. Alors ma mère était désolée. Mais mon père, pour lui, c'était vraiment un problème, parce que lui avait été un très bon élève. Pour lui, le fils, c'était la continuité, quoi. Il fallait qu'il soit bon à l'école, qu'il soit machin, etc. Donc, j'étais une désolation pour lui. Vous ressentiez quoi de voir que vous étiez pas celui qui l'a commandé? J'étais hyper mal. Oui, mais tu aurais pu bosser, du coup. Tu aurais pu te dire... Non. Donc t'étais pas mal au point de te mettre à bosser. Ah non, quoi. mais ça ne m'intéressait pas. J'étais un enfant très timide. J'ai les yeux qui clignotaient dès qu'on me posait une question. Je pleurais un peu, tu vois. Non, j'étais très très mal. Et puis quand, par exemple, des invités venaient à la maison et tu sais, il y a toujours cette question à la con là. Et il travaille bien le petit à l'école. Et moi, j'étais extrêmement mal. J'ai redoublé 3 fois. Et je me souviens très bien, à l'âge de 16 ans, j'ai été voir mes parents, je leur ai dit, vous savez, moi je veux arrêter l'école, enfin je l'ai dit avec toutes les formes possibles et imaginables. Et ma mère s'est mise à pleurer. Et j'ai dit, bon bah je continue. Donc t'as été jusqu'au bac? J'étais jusqu'au bac, mais je l'ai eu à 20 ans, en 68. Donc tu vois, on me l'a donné, quoi. Il y a des états de grâce dans la vie, et là j'étais dans un état de grâce. La musique, en fait, vous allez faire partie des chanteurs à la Croix de Bois. Oui, exactement. Et on chantait Funicula, des trucs comme ça, je sais pas quoi. Et évidemment des chants religieux. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, on partait en tournée. C'est la première tournée que j'ai faite dans ma vie. C'était vers 9 ans. On avait passé 3 semaines en Espagne et pendant ce temps-là, on n'était pas à l'école. Donc ça, c'était vraiment génial. Et le drame, c'est le jour où vous muez. Ouais, ça c'est le drame de tous les petits chanteurs à la Croix de Bois. Ça, je peux te dire, le jour où ils muent, ils sont éjectés. Vous découvrez la violence du show business. C'est rigolo parce que j'ai pas des parents musiciens du tout. Ma mère chantait faux. Mon père était attiré par l'idée de faire de la musique, mais il avait acheté une guitare. Et grâce à ça, j'ai récupéré cette guitare un jour parce qu'il a joué 3 semaines. Où était la guitare? Vous l'avez récupérée? Dans la cave de chez nous. Et tu t'es mis à jouer de la guitare direct? Ouais, enfin, tu vois, il restait 2 cordes. J'ai fait... 2 cordes? Bah oui, parce que cette guitare, elle était là depuis, je sais pas, 10 ans. Et vous apprenez de manière autodidacte ou vous prenez des cours? Autodidacte complet. Ah ouais? Vous n'avez pas osé demander des cours? C'est pas que j'ai pas osé, c'est que ma sœur, qui avait 3 ans de plus que moi, avait pris des cours de piano. Et elle était tombée sur une folle qui lui tapait sur les doigts avec une règle, etc. Machin, un truc. Et mes parents avaient dit, on va pas imposer ça aux petits.
Et tant mieux, parce que je pense que s'il m'avait imposé ça, je pense que la musique m'aurait débecté définitivement. Et puis c'est l'image aussi, parce que je veux dire, c'était en pleine explosion des Beatles, des Stones, de Bob Dylan, de machin, de trucs, enfin... Et vous, c'est une pleine explosion d'hormones, c'est l'adolescence. Ah ouais. Moi, j'ai jamais dragué de ma vie. Je sais même pas ce que ça veut dire de draguer quelqu'un. Je sais pas le faire. Et tout d'un coup, tu as une guitare, et tu fais le beau avec ça, et tu es dans un groupe. Alors, les filles, elles regardent d'abord le chanteur, c'est sûr. Moi, j'étais pas chanteur, j'étais guitariste. Mais quand même, le guitariste vient en deuxième. Vous avez dit un truc important, c'est que très jeune, parce que vous auriez pu jouer de la guitare dans votre chambre toute votre vie, vous créez un groupe. Vous jouiez devant qui ? Il y avait des gens qui faisaient des surprises parties, on appelait ça, et ils nous demandaient de venir jouer. Et donc, on jouait des tubes, hein, tu vois, pas du tout des trucs. Si on vous avait croisé à ce moment-là précis, et qu'on vous avait dit, tu as envie de faire quoi plus tard, vous auriez répondu quoi ? Non, j'aurais pas du tout dit de la Pourquoi ? musique. Comment vous l'expliquez ? J'étais passionné par le cinéma, j'allais beaucoup à la cinémathèque, beaucoup. Qu'est-ce qui vous Mais pour plaisait ? être acteur, ouais, ou metteur en scène. Non, metteur en scène. Et donc, après le bac, en 68, qu'est-ce que vous dites à vos parents pour la suite ? Je dis, je vais faire une école de cinéma. Mais en 68, il n'y a plus d'école de cinéma en France. Il n'y a plus d'école, de toute façon, il n'y a plus d'université, il n'y a plus rien, tout est fermé. Et donc, je trouve une école de cinéma en Belgique. Je m'installe à Bruxelles. C'est le paradis pour moi, parce que c'est tout d'un coup la liberté, mais alors qui s'ouvre comme ça, tu vois. Et là, pour moi, je commence ma vie, vraiment. Donc vous êtes né à 20 ans. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Bon, merci de nous avoir Je raconté. sais pas encore comment il devient musicien. C'est ça que j'aime. On va se garder ça pour tout à l'heure. Comment il bascule du cinéma à la musique et comment vous allez écrire des chansons qu'on connaît tous aujourd'hui. Merci en tout cas. Avec plaisir. Audrey Dana, je vous propose de regarder cette photo de vous, enfant. Ça, c'est l'époque où j'avais pas le droit d'avoir les cheveux longs. Mon père, il me faisait couper les cheveux. C'était une grande souffrance. Je crois qu'il a voulu m'élever vraiment comme un garçon. Donc, il me faisait couper les cheveux, alors que moi, tout ce que je voulais, c'est avoir les cheveux longs. Et d'ailleurs, je m'en suis pas remise, puisque maintenant, j'ai Toujours les même cheveux des longs. metteurs en scène qui me disent coupe. C'est C'est non. Bah, bien sûr. Je veux pas couper mes cheveux, c'est moi en fait. Donc je vois ces petits cheveux coupés. C'était dur, je me sentais très fade et je trouvais ma vie très chiante. J'attendais, je crois, de grandir. Et si vous pouviez souffler quelque chose à l'oreille de cet enfant, vous diriez quoi ? Ah bon, déjà là, je suis hyper émue parce que putain, c'est chiant. Je suis émue parce que j'ai passé beaucoup de temps à la renier, à pas la prendre au sérieux. Oh, ça va. Tu vois, il y a toujours pire, il y a toujours des histoires plus difficiles. Qu'est-ce que je lui dirais à cette petite fille ? Je lui dirais, waouh, t'es forte. Tu vas en voir des vertes et des pas mûres, mais tu seras toujours assez forte pour en tirer des bénéfices. Ça va aller. Voilà, je dirais ça. Pour qu'on comprenne cette émotion, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le contexte dans quel univers vous grandissez ? Où ça ? Vos parents font quoi ? Alors moi, j'ai un papa très haut en couleur, homme de lettres, journaliste, joueur de cartes. Il gagne beaucoup d'argent avec les cartes. Moi, il me disait, l'argent n'est rien. Je veux mourir en devant le plus d'argent possible parce que l'argent n'est rien, ma fille. Et si un jour tu manques d'argent, il me disait, penche-toi et ramasse. Donc c'est... Vous compreniez quoi, enfant ? Ben, je comprenais pas tout, mais comme ça m'arrivait plusieurs fois de trouver des sous, je disais, tu vois ? Non, mais tu vois ? Et j'ai une maman qui a une petite maison d'édition où elle fait des guides pour les touristes. Elle est américaine, ma mère. Donc c'est plutôt érudit. Il y a des grandes fêtes à la maison avec beaucoup de gens de ces milieux, des fois des tables sorties dans les jardins avec tout le monde qui joue aux cartes. Donc bridge, poker, c'était vraiment leur ambiance. Ils sont pas très souvent à la maison, ils se disputent beaucoup et puis ils se séparent. Et donc j'ai un père très absent et puis une mère qui perd sa mère et puis c'est un peu comme si la vie s'était arrêtée pour elle à ce moment-là. Donc elle arrête de travailler. T'as quel âge, pardon, quand tes parents se séparent ? 9 ans. T'as 9 ans. Et puis là, c'est pile le moment où ils ont décidé d'acheter une maison. Ils se séparent juste après. Mais alors une maison totalement délabrée, qui avait été bombardée pendant la guerre mondiale. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité.
Et puis, on était en pleine Beauce, quoi. On était entouré de champs, ça puait parce qu'il y avait une sucrerie pas loin. Vous étiez combien de frères et sœurs? 4 frères et sœurs. Ah ouais. Et franchement, j'ai Vous pas... emménagez dans un truc pas du tout... Mais pour rien. Pas du tout apte à vous recevoir. Ah non, mais pas du tout. Il n'y a qu'une pièce qui a été terminée, c'était sa chambre, sa salle de bain, tout ça. Nous, on vivait dans les travaux et elle était bien installée. Et puis à un moment, elle a plus d'argent. Elle nous dit... mais j'ai une idée géniale, parce qu'elle est américaine. J'ai une idée géniale. Vous savez que vous êtes assistante maternelle dès lors que vous avez plus de 2 enfants. J'en ai 4. Alors, je suis assistante maternelle. Alors, à partir de maintenant, je vais m'occuper de leurs enfants. Et sachant que nous, elle s'occupait pas vraiment de nous. Hein. C'est même nous qui nous occupions d'elle. Mais vraiment, on changeait les poubelles, on changeait les draps. Du coup, elle accueille un enfant, puis 2, puis 3, puis 4, puis 12. Il y en a eu plus d'une 50aine qui sont passés par la maison pendant mon adolescence. Des enfants brisés, violés, battus. Et très vite, j'ai cristallisé pour eux celles qui avaient tout, puisque j'avais le même âge. Donc j'avais un papa, j'avais une maman. Pour certains d'entre eux, je suis devenue celle à abattre. Donc je vivais un harcèlement à la maison. Très fort. Parce qu'on parle du harcèlement scolaire, on n'a jamais pensé à ça. C'est que là, vous viviez à l'envers. Horrible, horrible. Mais à l'école aussi, parce qu'en fait, j'ai fait la bêtise de faire venir mes 2 copines qui étaient premières de la classe comme moi à la maison un week-end. Et moi, je pensais que ma vie, bon, je voyais bien qu'elle n'était pas tout à fait aussi classique que les autres, mais je pensais pas que le cheval dans la cuisine, ça les choquerait. Un vrai cheval partout. avec vous ? Ouais, en fait, on avait des chats, des chiens, des oies, elle recueillait tout. Et puis, les week-ends, en fait, il y avait ces 12 gamins, plus les encadrants, mais les encadrants, ils avaient besoin d'être encadrés eux-mêmes. Tous ces gens-là ont des amis, donc le week-end, tous les amis viennent, donc c'est des fêtes à 100. J'avais toutes les drogues du monde sous mon toit. J'ai goûté à toutes les drogues du monde, très mesurément. À quel âge? Mais dès 12 ans, j'avais les premiers joints. À 14 ans, je prenais mon premier acide avec ma mère et ma sœur qui débattaient sur la quantité d'acide que je pouvais prendre, quoi. Et ma mère qui disait, mais enfin, elle peut s'éclater un petit peu. De toute façon, si elle le fait pas ici, elle le fait dehors. Et ma sœur, pour son cerveau en développement, vraiment, peut-être non. Et moi, je prends la moitié alors. Je prends juste la moitié comme ça. Je mets tout le monde d'accord. Mais c'est fou. On peut parler de mise en danger, là. Bah oui, complètement. Bah ouais. Mes 2 copines, une fois passé le week-end chez moi, c'était terminé. C'est-à-dire, parce qu'ils l'avaient raconté, ça. Ils ont dit, ma mère, elle est à la tête d'une secte, c'est une droguée, une prostituée, que je vis dans un bordel, que je suis sale, que chez moi c'est sale, et c'était vrai. Elles ont eu un choc, en fait, je les comprends, les filles. Là, à partir de ce moment-là, j'ai peur tout le temps. Et en plus... j'ai ce père qui pavane dans les clubs de poker à Paris, dans ses costards sur mesure, avec ses chapeaux. Il avait vraiment la classe internationale, mon père. Et le contraste de cette vie-là, ils n'arrivaient pas à s'entendre, ils continuaient à se faire chier. Donc, quand je disais à ma mère, j'ai besoin d'une carte de train, elle me disait, tu demandes à ton père. Et quand je disais à papa, j'ai besoin de la carte de train pour aller en cours, il disait, tu demandes à ta mère. Je veux pas en entendre parler. Puis toi, tu veux pas emmerder tes parents. Donc, comment tu vas à l'école? Comment tu manges à midi? Parce que c'était à midi, du coup. En fait, moi, j'ai vendu du shit. Ben, ouais. J'ai vendu du shit pour payer mon train et bouffer à midi. Et donc, comment on fait pour se remettre de tout ça? En fait, d'abord, j'avais un père très absent, mais plein d'affection. J'arrivais pas à lui en vouloir parce que si je lui en voulais, alors qu'est-ce qui me restait? En fait, il y avait un peu de ça. Et ma mère, oui, j'étais très en colère. Je comprenais pas comment elle gérait cette maison. Même les ados de la DAS, c'était n'importe quoi. Il y avait aucun cadre. C'était dangereux. Quand je lui ai demandé de me louer une petite chambre le mois avant le bac, parce que je voulais vraiment avoir mon bac, elle m'a dit, mais enfin, ça va pas la tête. C'est ici qu'on a besoin de toi. Et donc, j'ai fugué pour réviser mon bac. Je pars au milieu de la nuit, tu vois, c'est l'épopée, ma grande sœur qui vraiment me part. Je pars et je ne reviendrai jamais. Et tu vas où? Je pars à Orléans, je vais chez un pote, je révise dans les bois. Dans les bois? Ouais, dans la forêt, mon bac. Ouais. Et ma mère s'est pas rendue compte que j'étais partie. Je me suis fait chier à partir au milieu de la nuit et tout. C'est pas vrai, tu vois. Elle s'est pas rendue compte. Malgré tout ce que vous racontez, vous étiez une enfant plutôt clown. Oh, moi j'étais très joyeuse. Hein. C'était dur, j'avais peur, tout ça. Mais dès que j'avais une fenêtre pour m'amuser, je m'amusais. Et puis j'étais
portée par une chose, je voulais être actrice. Ah ouais. C'était très clair pour moi. Donc tout le bac, c'était pour être actrice. Traverser tout ça, le vendre du shit pour aller en cours, c'était pour être actrice. Tout était pour être Et actrice. d'où ça venait ce délire d'actrice? Je dis Première- ce délire parce qu'évidemment vous êtes tellement loin de ça à ce moment-là. En fait, parce que dans la première partie, avant qu'on déménage dans cette maison de fous, on vivait une vie relativement classique dans une très jolie maison dans la campagne. Je chantais tout le temps. C'était vraiment j'adorais chanter, donc je reprenais des chansons. En fait, j'avais besoin de parler. C'était ta bulle d'air. Ah ouais, complètement. Mais je chante très très faux. Mais vraiment, c'est un antidote, tu vois. C'est-à-dire le ciel, il m'a dit, ce ne sera pas ta voix. Tu sais, parce compris, que quand on te dit, tu peux chanter... Là, ma famille, un jour, me dit, c'est stop. Tu arrêtes. Ça nous casse les oreilles, en fait. Qui a dit ça? Ma grande sœur. Et vraiment, je me souviendrai toute ma vie, la table à manger là, elle qui m'arrête dans mon élan en me disant, tu chantes trop faux, donc... Ouah, je suis cassée dans ma joie. Fais actrice. Et je me souviens, je lui dis, c'est quoi actrice? Parce que j'ai 6 ans, je suis petite. Elle me dit, c'est la même chose sans chanter. Tu vois? Tu racontes des histoires, mais sans chanter. Extraordinaire. Et je te jure, j'ai vu ma vie. Ouais, J'ai c'est vu beau. ma vie. Ça vous a suffi comme explication? C'est tout. Je rêvais d'histoires plus grandes. Ouais, bien sûr. Je rêvais d'histoires plus grandes. Ça veut dire que quand vous passez le bac, on verra la suite plus tard, bien sûr, mais là, à ce moment-là, tac, c'est quoi la prochaine étape dans votre tête, à ce moment-là? En fait, à 6 ans, quand j'ai dit à mon père, je veux être actrice, il m'a dit, d'accord, mais passe ton bac. Moi, je l'ai pris premier degré. Tu vois, t'as 6 ans, tu prends Premier premier degré. degré. Premier degré. Et c'est pour ça que quand je passe mon bac, il n'est pas question que je l'ai médiocrement. Je me suis pas fait chier tout ce que je me suis fait chier pour avoir mon bac de justesse. Donc j'ai mon bac avec mention et j'appelle mon père dans une cabine téléphonique et je pleure. Parce que c'est la fin. Enfin, Parce que ça y est, je vais pouvoir vivre ma vie c'est la d'actrice. libération. Et il est avec une de mes petites sœurs, il dit c'est ta sœur qui pleure parce qu'elle a son bac. Et je lui dis mais non papa, non, je pleure pas parce que j'ai mon bac, je pleure parce que c'est fini, c'est Ouais. fini. Et lui, il pensait que je m'étais prise au jeu. Et donc il m'a tourné le dos à partir de ce moment-là. C'est-à-dire Donc, que lui, il a oublié sa promesse. il a oublié. Qui était la promesse Passe ton la bac petite et fille, passe ton bac, tu feras actrice. Voilà, c'est ça. Et là, il Il croit que avait vous allez oublié. faire des études. On ne s'est plus parlé pendant 2 ans. Ah ouais. Je lui ai écrit une lettre pour lui demander de l'aide. Et il me l'a renvoyé corrigé. Et il a terminé par PS. Et si l'art de vivre était l'art d'écrire, médite cela. Médite cela, ma fille. Ouais, t'as rien oublié, hein. Non, j'ai pas oublié. J'ai répondu à cette lettre que j'ai terminée par un PS. Et si l'art de vivre était celui d'élever ses enfants, médite cela, papa. Et du coup, là, j'ai mon bac, c'est la libération. Et je rentre au conservatoire d'Orléans. On racontera la suite tout à Voilà, l'heure. c'est ça. Formidable. Merci. Avec ce gros bordel, quand je le raconte, je me rends compte. Mais non, mais c'est extraordinaire. Mais moi, ma question tout le long de ton récit, c'est quel est le Votre truc ressource. qui te raccroche à Vos dire ressources, ça, c'était quoi? Ah, enfant, j'avais ça, c'était cool ça. Les garçons. C'est quand même un âge assez génial, ça, les hormones, la découverte de l'autre et tout. évidemment, c'est- oui. Toi, tu t'accroches à ça aussi, je pense. Ouais, tu verras que non. C'est venu plus tard. C'est venu plus tard. Pas du tout. Alors Ah, justement, c'est drôle, voilà, ça y est. Baptiste Le Caplin, je vous propose de regarder une photo de vous enfant. La classe. Chou. Alors, Du je suis spirit. devant la porte des chiottes d'une salle des fêtes. Hein, je vous le dis. c'est- Si on faisait un saut dans le passé et que vous pouvez souffler quelque chose à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de l'histoire, c'est important, qu'est-ce que vous diriez? Là, à 8 ans, je me dis, allez, encore, tiens le coup, gars, il y a encore 4 ans, un peu chaud là. Vous lui dites ça. Oui, parce que j'ai une enfance géniale. J'ai des parents absolument géniaux, mais il y a un contexte, il y a une ambiance familiale qui est pesante le soir à la maison. Alors racontez un petit peu où est-ce que ça se passe, dans quelle région de France? En Basse-Normandie, à 40 km du Mont-Saint-Michel, dans les terres, là, on tourne beaucoup d'émissions où des fermiers cherchent l'amour. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc je grandis là, dans un petit village qui s'appelle Mortain. Ma mère a un salon de coiffure avec que des coiffeuses. Donc je grandis dans un environnement avec que des femmes, donc c'est très chouette. votre Et mon papa est agent d'entretien, il travaille à l'hôpital de Mortain. Et vous arrivez dans quel contexte dans cette famille? Mes parents essaient d'avoir des enfants. Ma mère perd 2 enfants à la naissance, Wow. 2 enfants trisomiques. Ah ouais, Et les médecins disent que mon père a attrapé un gène, un chromosome, qui je pense vient de... Si on remonte un peu avant, je pense qu'il y a dû y avoir un peu de consanguinité.
Et on leur dit, voilà, vous aurez jamais d'enfants normaux, quoi. Et donc, mon père, qui avait quelques soucis d'alcool à l'époque, parce qu'il a grandi à la campagne, à Bressé, dans un plus petit village, sa mère se suicide quand il a 16 ans. Tout le village lui dit, c'est de ta faute, elle s'est suicidée. Donc, il est obligé d'arrêter l'école, il travaille à 16 ans, il est obligé de nourrir son frère, ses 2 sœurs. Et puis, voilà, il joue bien au foot, mais il n'a pas les moyens d'aller à un plus haut niveau, mais c'est un grand passionné de foot. Et il est malheureux, quoi. Donc, quand on lui dit, tu veux boire un coup, il dit, oui, quoi. Donc, il tombe dans l'alcool. Et il continue de boire. Et je pense que le moment où ils perdent leur 2e enfant, il est au chômage. Donc, il se met à boire encore plus. Et moi, j'arrive le 23 mai 85, j'arrive. Donc, c'est un peu la teuf. Et ma sœur arrive après derrière. Donc, c'est inattendu, mais très cool. Mais mon père garde ce rapport à l'alcool, quoi. Donc, tous les soirs, il boit. L'enfant que vous êtes comprend à quel moment? Quand je descends dans la cuisine, je sens l'odeur du Ricard. Et là, je dis, ça va pas être une soirée coolos encore. Il y a un repas dans la semaine qui est trop bien. C'est tous les samedis, on va à la pizzeria. Et là, c'est trop bien parce que ils peuvent pas s'engueuler au restaurant. Donc, c'est les seuls repas, pour moi, c'est cool, quoi. Quand il y a ces tensions-là, l'enfant que vous êtes se dit quoi? Je veux surtout pas que mes parents se séparent, parce que je sais que mon père, qui a aucun socle familial à côté, il n'a plus personne, je sais que s'il est tout seul, c'est terminé. C'est-à-dire que tu préfères vivre l'enfer tous les soirs plutôt que de savoir que ton père, il va pas s'en sortir s'il est tout seul. Parce que mon père est un mec bien, mon père est un mec adorable, c'est vraiment... C'est une maladie, hein, je vois qu'il est pas bien. Et il fait... c'est un truc, malheureusement, qui se reproduit souvent quand des enfants ont un parent qui s'est suicidé. Mon père avait ces petites failles aussi, quoi. Donc, il partait dans le garage et il mettait la corde en haut, quoi. Comment vous l'avez su? Parce que je vois la corde, en fait. Je la vois dans le garage et mon père part plein de fois quand ça gueulait très fort. J'avais là 10, 11. Ah oui, oh là là. Vous comprenez tout de suite? Oui, parce qu'il se lève, il part, il dit je vais me pendre, quoi. Et il s'en va. Et ma mère entame un débrief et moi je suis que sûr. Mais non, enfin là, faut quand même, faut peut-être aller surveiller. Donc, ma mère savait que mon père allait pas forcément passer le cap. Mais moi, plein de fois, je suis parti et j'ai fait des longues heures et minutes à guetter si mon père allait le faire ou pas. Je me revois, c'est horrible, hein, mais me faire des schémas, de me dire, ok, bon, alors s'il le fait, je vois dans des films des gens se pendre et le réflexe de courir et de le rattraper, quoi. Attends, t'es que dans la peur, en fait. Donc j'ai ce truc d'insécurité, oui, qui est pas cool, quoi. Et quand on dit timide, pour se rendre compte à quel point? On peut donner un ou deux exemples Ouais, je suis tétanisé de sortir du cocon de la maison, en fait. Et ma mère, quand elle me dit, va acheter du pain, je dis, mais qu'est-ce que je dis je suis vraiment, mais qu'est-ce que je dis mais je dis quoi à la boulangère, quoi? Une baguette, s'il vous plaît. Ouais, je le note sur un papier. Je dis, bonjour, virgule, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Et j'y vais avec le papier. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Cuite, pas trop cuite. Et là, je suis, merde, waouh. C'est horrible de sentir la sueur arriver, les gens qui font, il rougit, tout. Putain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez expliqué cette timidité? Parce que je pense que le contexte familial, les cris, les engueulades, d'avoir besoin de calme, quoi. Pas envie d'attirer l'attention, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, voilà, je grandis dans ce contexte familial compliqué, mais ma mère et mon père ont été absolument géniaux, parce qu'ils s'aiment vraiment, ils ont maintenu ça, et ma grand-mère a été un socle incroyable. Moment de réconfort chez votre grand-mère. Ouais. C'est le dimanche, le lendemain du samedi, donc très bon dîner à la pizzeria, bonne escalope milanaise. Et le dimanche midi, on va manger chez ma grand-mère. Et là, je vois que mon père aime bien, parce que c'est un contexte familial totalement différent, quoi. Ma grand-mère a eu 12 enfants, elle a accouché 8 fois toute seule chez elle. Mon grand-père allait boire des coups à côté, il disait, bon, je te laisse gérer le truc. Et je vois cette grand-mère adorable, gentille, qui fait à manger pour 16 personnes le dimanche. Quel enfer.
Et les moments où je me retrouve tout seul avec ma grand-mère, c'est des moments chouettes, parce qu'on avait le salon dans la maison de ma grand-mère, les enfants ont joué, et puis on allait regarder des dessins animés et tout. Et un jour, j'en ai marre de regarder des dessins animés dans le salon tout seul, et je dis tiens, je vais regarder ça. Et je mets Pierre Palmade, One Man Show. Et je mets la cassette, et je vois un gars pareil tout seul, je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Et je fais mais c'est fou quoi. Et là, ce qui me marque, c'est que les adultes, normalement, venaient, fait que si vous faites, on regarde Cendrillon, le truc de gonzesse, ils sont. Et là, quand il y a des comiques, ils font et c'est pas un son que j'entends beaucoup, les rires, hein, donc je fais la vache. Et un jour, je regarde le clan des veuves avec Jackie Sardou. C'est 3 veuves qui lisent un journal. Et il y a une des femmes qui dit un homme viole 3 femmes dans un parking. Et Jackie Sardou fait bah où on était nous? Et ma grand-mère explose de rire. Et je fais et le son de ma grand-mère qui rigole, ça a déverrouillé un truc. Je fais waouh. On peut vraiment faire rigoler parce que le viol, je capte que c'est pas cool. Hein. Donc on peut faire rigoler sur un truc très grave et n'importe qui, à n'importe quelle heure de la journée. Et là je me dis les blagues c'est cool. Et donc je note les blagues, je raconte des blagues à l'école, mais ça passe de vraiment je dis rien. Vous savez pourquoi les femmes elles ont un clitoris Qui s'y prend le Caplin, t'es malade? Non mais ça apparemment c'est ouais. Mais est-ce que vous vous dites clairement c'est ça que je veux faire? Non, parce que c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a 0 structure. Moi je fais du basket, je passe des heures et des heures sur mon panier de basket dans mon garage à faire des shoots pour que mon père soit fier de moi. On me dit c'est bien, t'as super bien joué, donc je rêve de devenir professionnel. J'ai que des posters de Michael Jordan dans ma chambre et un poster de Virginie Ledoyen. Pour des raisons totalement différentes. Totalement différentes. Et donc je dis, non, je vais être sportif de haut niveau, quoi. Donc mon père, je vois, il est content. Et donc quand il est fier, vraiment, je peux mettre 2 lancers francs, il pleure, quoi. Mon père, il pleure. Putain, t'es la bien meilleure. Puis après, c'est mais donne la lâche. Arrête de gueuler. Donc c'est vraiment, c'est un fourre-tout, mais je sens que c'est mon buddy, quoi. Mais c'est mal géré, quoi. Et j'ai regardé beaucoup de films avec mon père. Les films du dimanche soir, c'était... je me couchais à la pub, ce qui était un enfer, c'est une connerie. Juste la moitié du film. C'est un enfer. Pour moi, Titanic, c'est une croisière qui se passe bien. Hein. Bon, on va dîner. Pub. Bon, génial. Et bonne nuit. Bon, je me lève le matin. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Enfin, c'est terrible. Enfin, c'est fou. Je dis, mais tout allait très bien. Le héros, il est mort de froid. Elle est toute seule. Terminé. Et le collier, elle l'a acheté à l'eau. Et un film que je regarde avec mon père, il me dit tiens regarde ce film, c'est Pédale douce. Et mon père il me dit tu vois lui là l'acteur, et lui il est de Granville et il est de chez nous quoi. Je fais Lequel? Jacques Gamblin. Ah oui. Et je fais attends, lui là, il est de Granville et il est là. Le choc. Et là je me dis ouais merde. C'est possible. Et donc ça déverrouille un s'ouvre. truc ouais. Il y a le rire de ma grand-mère et il y a Jacques Gamblin dans Pédale douce. Mais c'est juste qu'après, j'arrive au lycée, sport-études, je me noie dans le sport, je m'entraîne 6 fois par semaine, je suis très, très sérieux, je bois pas, je bois pas évidemment. Mon père arrête de boire quand j'ai 12 ans, donc après c'est beaucoup plus cool, mais je me réfugie dans le sport après quoi. Vous passez le BAFA pour être animateur en colonie de vacances. Pour avoir un boulot, l'été. Et là, c'est l'occasion de faire des sketchs. Là, il y a une veillée et il y a un pote qui s'appelle Guillaume qui me dit pourquoi tu ferais pas un sketch, t'aimes bien tel humoriste et tout. Et je dis non mais j'aime bien, mais je peux pas. J'aime bien Franck Dubosc, mais je peux pas. C'est ridicule. Je veux pas faire le sketch. Il dit pourquoi tu le connais par cœur, fais-le. Et le soir, je le joue à la veillée devant des gosses de 12 ans et je prends un four, mais. Ah ouais. Moi, je m'attendais tellement à un succès énorme. Mais un four. Mais je fais tout le sketch. Et vraiment un amphithéâtre de 50 gosses de 12-13 ans, comme ça. Mais ça aurait pu... Et je me démêle, je fais Sandy kilo, un requin, je le tue. Et je me tourne et je vois, derrière la baie vitrée, je vois les animateurs. Je fais, les salauds, ils se foutent de ma gueule. Et je termine, je sors, je dis, vous êtes vraiment des ordures. Il dit, mais mec, c'est super bien. Hein. Je dis, ah bon? Et donc le lendemain, je le refais. Je le refais avec d'autres enfants plus âgés, et là, c'est mieux. Et là, maintenant, ça devient le rendez-vous. Je dis, bon, quand est-ce que je peux le refaire? Là, je fais que ça. Après le bac, vous annoncez à vos parents que vous voulez être je vais à la fac, je leur dis pas.
Vous allez en fac d'anglais, c'est quoi? Parce qu'il faut bien aller quelque part ou... Parce que j'ai vu Robin Williams dans le cercle des poètes disparus et je me dis, bon, je pourrais peut-être faire un prof d'anglais, cool. Tout est fait pour, comme toi, tu as eu avec le bac. Moi, je dis, bon, bah, j'ai quelques années pour bosser et écrire un spectacle, quoi. Et après, je pars travailler en tant qu'animateur dans des clubs de vacances. Mais parce que je sais qu'une fois par semaine, il y a un cabaret. Et que bah, là, je vais pouvoir m'éclater une fois par semaine, quoi. Bon, on va raconter la suite tout à l'heure. Je suis à fond, là. Petit suspense, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui vous touche dans l'histoire de Baptiste? Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cet enfant qui protège en fait le parent, parce que c'est évidemment à l'envers. Et en même temps, tu le racontes avec la conscience qu'il était malade, la conscience que ça remettait pas en question ton amour. Je trouve ça beau, en fait, l'amour des enfants pour les parents. Ce que ça nous donne comme force, tu vois, pour accepter l'inacceptable, en fait. Normalement, des enfants, c'est innocent, ça vit sa vie, on se soucie pas, normalement, tu vois, on est censé se soucier de nous, de notre avenir, tu vois. Et puis il arrive à raconter tout ça avec des vannes. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ça c'est après, c'est en grandissant, mais l'autodérision, il n'y a rien de mieux, en fait. C'est une fierté, moi j'adore, je suis fier quand je ramène mon père dans les loges de l'Olympia, il a son badge et tout, il est fier, c'est une fierté, c'est le meilleur moment. Baptiste, c'est la tendresse incarnée, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est quelqu'un de très généreux du cœur, quoi. Et excuse-moi, mais... Non, mais t'inquiète, ça me fait plaisir. On sent que vous savez recevoir des compliments, Baptiste. Non, mais ça me fait plaisir. Et effectivement, l'amour qu'il porte à ses parents et à son père, je veux dire, c'est d'une grande générosité. Il aurait pu se dire, il m'emmerde, il est bourré tout le temps, voilà. Mais il a complètement mis le curseur dans l'autre sens. Et ça, je trouve ça assez exemplaire. C'est rare, c'est très rare. Mais il a une tendresse et une espèce de générosité du cœur qui est... ça me plaît, ça. Bravo. Ça vient des parents. Ouais, c'était magnifique, ça m'a beaucoup Merci, touchée. vous êtes gentil. Non, on n'est pas gentil. J'ai des Pas parents. par gentillesse. Ça vous va? Famille, oui, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Non, mais c'est des trucs que j'aime transmettre à mes filles. Oui, bien sûr. C'est un truc que j'ai envie qu'elles aient, quoi. Mais être des gens bien avant d'être des gens drôles ou quoi, ou connus, quoi. C'est ce qu'on retient surtout, quoi. Exactement. Exactement. On va sortir prendre l'air, puis voilà, vous allez me dire comment vous êtes senti pendant ce moment Ouais. dans la grange. On y va? Ah, tu m'as bouleversée. Ouais, c'est beau. Peut-être que ça nous a rendu service. Mais bien sûr. Pour moi, tout est parfait, tout est parfait. Allez, on va regarder Netflix, allez. Bon, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on s'affronte dans un jeu très difficile qui va vous rappeler votre enfance? Alors l'idée, bien sûr, c'est de prendre deux cartes. C'est ouf. Oh, Groucho Marx. Avec les sourcils, Ouais, c'est ça fait vrai. comme des sourcils. Jean-Pierre Coff. Ah oui. C'est de la merde, ce cas. Festival de Cannes, le jaune, magnifique. Hyper raccord. Ah ouais. Donc l'idée, bien sûr, c'est de prendre deux cartes. C'est moi qui vous mets vos cartes, d'accord? Voilà, donc on doit vous faire deviner ça. Je vous jure que les cartes sont au hasard, hein, je vous jure. J'aime bien les réactions. Honneur aux femmes. Ok. Suis-je une femme politique? Non. Suis-je un homme? Oui. Est-ce que c'est un homme qui chante? Non. Est-ce que je suis un personnage de bande dessinée? Non. Suis-je un homme politique? Oui. Oui. Qui a eu des fonctions extrêmement élevées. Oui. Qui a des lunettes. Oui. Qui a un nom de fromage. D'une certaine manière, si je comprends la question, Oui, je oui. répondrai oui. Oui. Hollande? Ouais, bravo. Bravo. Et maintenant, c'est la situation. Oui, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, François Hollande? Est-ce que ça a rapport avec
la vie quotidienne de François Hollande. Non. Bah, en fait, on Non. sait rien. On n'en sait rien. C'est pas... Ah bon, ouais, d'accord. Je suis chanteuse. Oui. Française. Est-ce que je suis un chef cuisinier? Pas du tout. Non. Je suis une figure religieuse. Non. Mais tu te rapproches, je sais pas comment. Ah ouais. J'aime Putain, bien. je me voyais bien. Marie fait des gaufres. C'est quelqu'un qui n'est J'aurais adoré un truc comme quelqu'un ça. qui n'est pas connu de tout le monde. Mais on sait que vous connaissez cette personne. Est-ce que c'est physique? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que c'est un élément qu'on n'a pas l'habitude de voir sur lui? C'est un lieu. C'est lui dans une situation. Ah ouais, d'accord. Bon, bah alors non, vas-y. Est-ce qu'elle est islandaise? Oh C'était drôle ça. C'est pas bien. Ça, c'est à faut aller non, chercher, c'est pas faut aller- Björk. C'est pas Lady Ah oui, Gaga. ça, oui, c'est pour ça. Bon, Ouais. est-ce que ce personnage qui est quelque chose d'artistique, Ah, Non. Il a fait un peu. on peut dire un peu. c'est pas pour ça qu'il est connu, quoi. Non, Non. non, non. Fred, tu as dit que moi je la connaissais. C'est quelqu'un de mon entourage. Oui, Ah, de ma famille, oui, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on parle de ma mère? oui. Est-ce qu'elle fait une action? Non. Elle est quelque part. Elle est quelque part. Ok, dans un lieu. Ok, très bien. Est-ce que la température est très très élevée? Au sens figuré, oui. Oui. Ah. Au sens figuré, oui. Donc on peut dire oui. Oui, 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 oui. Est-ce que ça a un rapport avec le spectacle? Non. Non. dis non. Non. Elle est italienne? Non. Non, elle est francophone. Ah, Céline Dion. Yes. Ouais. Putain, merci. Est-ce que ça a à voir avec son corps, l'action? Une partie de son corps. Une partie de son corps. C'est donc quelque chose qu'elle enfile? Oui, oui. Quel enfant. Elle met un slip? Non. Mais continuez dans ce domaine-là. Est-ce qu'elle enfile un chapeau? Non. C'est cet ordre-là. Une cape? Bah non, mais on dit non. On a dit non. Ouais. Elle est trop forte. Ah, dis donc, il y a papa. Waouh. non, Bah, bah on non, peut pas rigoler, quoi. On peut pas tricher tranquille. On peut plus tricher tranquille, quoi. C'est quelqu'un qui donne de la joie. Oui. Quelqu'un qui fait rêver. Je vais dire oui, c'est un ami, donc je veux pas qu'il se vexe s'il voit l'émission. Humoriste. Non. C'est un nom. Est-ce qu'autour de cette table, vous y avez été déjà dans ce lieu? Ouais. Ouais. Vous y avez été parce que c'est en rapport avec notre métier ou rien à voir? Non, parce que Non. c'est joli. Parce que c'est joli. Moi, j'ai joué là-bas. C'est un endroit où on peut aller toute l'année, quoi. Oui. Ah, c'est mieux d'y aller quand Il fait chaud. Ah non. Attendez, c'est ma mère au Cap d'Agde? Ouais, mais comment tu peux savoir? Tu déconnes. Tu déconnes. Parce que ça m'a fait rire de dire oui, c'est large, c'est un endroit en France et c'est vaut mieux y aller quand il fait beau. Ça dépend, oui. Mais pourquoi au Cap d'Agde? Mais le Cap d'Agde, c'est un truc un peu naturiste. c'est naturiste. Oui, voilà, naturiste. Ouais, non, mais je me suis douté que c'est ça. On y va? Allez. C'est moi qui fais à manger en plus. Ouais, mais on va vous aider, hein. Ouais. Pardon. I watch your troubled eyes as you rest, and I fall in love with every breath. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Là, vous êtes chargé de la recette principale. Donc, nous allons manger des pâtes de riz avec des légumes vapeur. Ça a l'air très déprimant comme ça, sauf que je m'attelais à faire une sauce vraiment très très bonne. Tout est dans la sauce. Genre quoi? C'est quoi la sauce? Beurre de cacahuète, Ah, waouh, génial. soja, huile de sésame. Ça va être très bon. Tu peux allumer parce que ça déjà va être... Ouais, Ok. ça c'est pour préparer la cuisson vapeur. Super. Donc vous faites pas à manger dans la vie du tout? Non. Mais pour vos filles, genre quand il faut faire un truc. Pâtes, moi, j'adore mes pâtes. Je suis très bon en pâtes. Ça, c'est la Vous fac. mettez quoi dans vos là. pâtes? Les pâtes avec de l'huile et puis de la sauce tomate. Et beaucoup d'amour. Mais voilà. Moi, je propose qu'on reprenne le récit de Audrey Dana. Elle nous a raconté l'histoire de cette enfance, j'ai envie de dire hors norme, dans le sens où pas de repères. On l'a dit, le chaos, vite responsable, entouré de plein d'enfants qui sont eux encore plus cabossés. Un jour, votre sœur vous a dit, enfant, toi tu vas être actrice. Et d'un coup, c'est devenu une sorte de but, d'espérance, de rêve qui permet de supporter le quotidien. Vous partez après le bac à Orléans. Et donc, vous prenez des cours. Et comment vous faites pour vivre? Et quel argent? Vous faites des petits boulots? Alors oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été posée aux Beaux-Arts, nue. C'était super, parce que d'abord, c'était très bien payé, par rapport à tous les petits boulots de babysitting, de serveuse et tout ça, c'était super bien payé. J'ai appréhendé la première fois, mais le fait que tu sois nue, c'est surtout gênant pour ceux qui regardent.
Ah ouais. Et donc, il y a un très grand respect. Pendant 2 ans, en fait, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie jusqu'à la fin de mon conservatoire. L'été, je partais avec un sac à dos, avec un petit four, et j'avais de la pâte à modeler, et je vendais des bijoux sur les places. Il est fasciné. Ah ouais? Pour gagner des sous, tu vois. J'aurais tellement acheté de trucs pour mes enfants. Et c'est quoi que tu faisais? Alors, en fait, tu vois, des bijoux tout pourris, hein. Vraiment, c'était très laid, mais par contre, j'abordais les gens. Et je leur disais, voilà, j'ai fini, je viens d'avoir mon bac, mes parents ne veulent pas me payer mes études, donc je fais ça pour payer mes études. Et je leur racontais que je voulais être médecin. Parce que j'étais sûre que si je leur disais que je voulais être actrice, ils allaient pas me donner, tu vois. Donc je disais, je veux être médecin. Et mes parents, voilà, donc c'est pour financer mes études. Des billets de 500. Quoi? Mais je te jure. 500 balles? Mais je gagnais tellement d'argent. C'était les vacances. Viens, on le refait. C'était les vacances, mais c'était pas que les vacances. Hein. Ça payait la caution, mon premier appart, tout ça. Ah ouais. Bon, ça, c'était pour les petites... J'étais un peu bandit, quoi. C'était un peu bandit. J'ai l'impression de les voler un peu. Pour la bonne cause. Vous finissez donc votre conservatoire à Orléans. Vous êtes sélectionné pour le Conservatoire national d'art dramatique à Paris. C'est la maison mère des conservatoires. Donc, faites la première année à Paris et vous partez à New York voir votre sœur pour 2 mois. J'avais mon premier contrat au théâtre du Ranelagh et je pars juste l'été parce que ma sœur m'a dégoté un petit boulot de secrétaire là-bas et que je suis contente de perfectionner mon anglais. Et je suis arrivée, c'était la 2e fois que j'allais là-bas. Et bon, là, c'est complètement mystique. J'ai su instantanément que j'allais pas rentrer. Et j'ai décidé, en fait, de rester à la base 1 année. Je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et puis en fait, je suis restée 2 ans. Et donc, je pense que c'est foutu, en fait. Je pense que je suis bloquée à New York, que je finirai directrice d'un théâtre. Je pensais que ça allait être ça, ma vie. Je ne voyais pas tout planter à New York et puis refaire ça, en plus avec un bébé sous le bras. Je fais part à mon père de ma crise existentielle, de mon envie de rentrer en France, mais de combien j'ose. Je me dis, là, j'ai construit quelque chose quand même, je gagne ma vie, machin. Et il m'a engueulé. Il m'a dit, t'as 22 ans, tu as peur de quitter une capitale culturelle pour une autre capitale, mais si toi, tu t'en sors pas, qui s'en sort? Mais il me l'a dit dur, vraiment dur. Et le père de mon enfant, je lui ai annoncé qu'on rentrait. Comme ça, sans lui demander son avis. L'égoïsme de mes 20 ans. Il était américain? Oui, il était américain. Donc, vous revenez à Paris et vous rentrez directement en 3e année du conservatoire. Qu'est-ce que vous retenez cette année-là? Je me retrouve étudiante à nouveau, alors que je paye une nounou pour garder mon fils. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était surréaliste. Mais ce qui était bien, par contre, c'était de rencontrer des gens. Et c'est comme ça que j'ai mon premier rôle payé au théâtre, dans une comédie. Voilà, dans le carton. C'est l'année où vous perdez votre papa? Il est tombé dans le coma. Ça a été une période très intense et très compliquée parce que j'allais à l'hôpital tous les jours, de lui parler alors que tu as l'impression qu'il t'entend pas, en même temps de te dire mais il t'entend peut-être. Et puis cette espèce d'attente. Et puis un jour, je l'avoue, j'ai souhaité qu'il revienne juste assez pour que je lui dise ce que j'ai à lui dire et qu'il parte le plus vite possible. J'étais une jeune maman, j'étais déjà au théâtre tous les soirs. J'étais au bout, en fait, de cet accompagnement. Et je vous jure que c'est vrai. Je suis arrivée le soir à l'hôpital, avant d'aller jouer au théâtre, et il était là. Il est revenu. Et je lui dis, merci de m'avoir donné cette capacité au bonheur. C'est ça qui est sorti. Et donc je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle, dernier battement de cœur, tu vois, jusqu'au bout du bout du bout. Et j'ai joué le soir de sa mort. C'est la vie qui continue. Évidemment. Ouais, voilà, c'est ça. Bien sûr. Et c'est ce qui lui aurait fait plaisir, et je le savais. Évidemment. Et ma troupe me disait on annule, et je disais non, on n'annule pas. Je veux pas qu'on annule. Et puis après, vous allez être prise dans une pièce de Bernard Werber, Nos amis les humains. Et il va y avoir quelqu'un dans la salle qui va vous repérer. Comme dans un film. Il y a Claude Lelouch qui est dans la salle. Et, Claude Lelouch. Il m'attend à la sortie, j'apprends qu'il est là. Il m'a juste dit, voilà, j'ai adoré, vous étiez super. Et après, il m'a convoqué dans son bureau. J'ai jamais réussi un casting de ma vie. Et en fait, pourquoi le premier casting que je réussis, c'est celui avec Claude? C'est que Claude, il a 4 ans. Il est derrière sa caméra. Et c'est un enfant. Il s'éclate. Il te regarde. Il est comme ça. Il se réjouit. Toutes les trouvailles, les trucs. Donc là, je peux m'amuser. Parce que j'ai un spectateur.
Et Donc d'abord, dans le bureau, avant qu'on aille sur le tournage, dans le bureau, il vous dit une phrase qui va rester, parce qu'on en parle aujourd'hui quelques années plus tard. bah, il me dit que je suis une des plus grandes actrices françaises. Ça me fait rire. Tu veux pas savoir. Donc vous lui dites, mais je rate tous les castings. C'est une blague, tu vois, pour moi. Il me dit ça. Il y a son Oscar, tous ses prix partout. Et je me souviens, on était à son bureau et j'ai pris une barre de rire. Et le film va être présenté à Cannes. Ouais. Donc, c'est votre premier rôle au cinéma. Vous êtes le premier rôle du film. C'est un peu irréel, j'imagine. Je comprends rien de rien. Tout le monde me parle, bon, évidemment, de ces marches à monter, mais tu vois, à un moment, tu te dis, mais elles sont compliquées, les marches, ou quoi? Je comprends pas, parce que c'est tout un truc, tu vois. On est en rappel, c'est quoi le truc? Non, mais monter les marches, tu vois, mais à un moment, on va juste monter des marches, en fait. Et puis, je savais pas non plus si on n'allait pas être... sifflé. C'est-à-dire que quand un film est présenté à Cannes, c'est qu'il tout double. Parce qu'en fait, soit il est adoré, le monde entier est au courant, soit il est détesté, le monde entier est au courant. Ouais. Bon, là, ça a fini, les gens se lèvent, et donc je me dis, il faut qu'on se pousse, tu vois, pour les laisser sortir. Je comprends pas du tout. Il y a standing ovation? Je ne comprends pas qu'il y a une standing ovation. Et en fait, à un moment, Claude m'a dit, Audrey, les gens sont debout pour nous dire merci. Et là, franchement, ma vie d'actrice a basculé. Je me retrouve au César, je gagne le prix Romy Schneider, d'un coup, je vais tourner avec Lindon, avec Omar Sy, enfin, tu vois, tout... Claude a changé ma vie. Formidable. On va raconter la suite parce qu'évidemment, il y aura encore d'autres défis que vous allez relever dans votre carrière. On va parler de ça demain. Vous voulez qu'on mette les choses à la vapeur? Oui, absolument. Tac, tac. Ça va cuire très vite parce que c'est coupé petit. Justement, c'est exactement pour ça qu'on coupe petit. La salade de fruits, vous êtes content? Bah ouais, regarde. Oui, c'est un hommage à Bourville, énorme. Enfin, c'est vraiment là, c'est le best-of. Génial. On va raconter la suite de l'histoire de Baptiste Le Caplin, qui va devenir humoriste, faire toutes les salles de France, être au cinéma. On vous a quitté au moment où vous allez, après le bac, dans un club de vacances à Marrakech, c'est ça? Oui. Votre job, c'est quoi? Marrakech. C'est le matin, je me lève, j'organise des activités sportives. Le jeudi, je fais un jeu apéro. L'après-midi, je refais une autre activité sportive. Et j'arrive dans l'équipe de Boum Boum, Boum et Diem. Et je dis, mais je fais quoi là? Là, c'est le moment où normalement on est dans nos chambres à rien faire. Nous, on fait du relationnel. Donc, tu vas aller parler aux vacanciers. Le timide. Moi, je pense ça au timide. Mais je vais pas faire ça, c'est pas possible. Il me dit, ah non, mais tu vas boire un verre avec eux, tu vas parler aux gens, et après, tu vas manger avec eux. Et donc, t'es vraiment, t'as des gens, ils sont à l'hôtel en amoureux, et t'as un Jean-Jacques qui fait « Coucou, je peux manger avec vous, ça vous embête pas ?» Bah non, y a pas de problème. Donc, les premiers jours, mais mais je sais pas quoi faire, quoi. Je vois tout le monde méga à l'aise. Je pose des questions pour avoir le temps de manger. Et donc, vous avez fait les remparts? Ouais, on a fait les remparts, d'ailleurs, on se demandait. Je dis, non, mais vous avez fait le derrière? Ah bah non, tac, 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 tout ça, tu manges. Mais après, je trouvais ça très intrusif. Mais j'attends que le cabaret, un lundi sur deux. Vous faites des sketchs connus, vous faites vos sketchs? Non, je fais des sketchs de gens connus. Et dedans, je commence vraiment à mettre mes blagues au fur et à mesure, quoi. Et là, ce qui est génial, en revanche, c'est qu'à la sortie du cabaret, les gens viennent te voir, quoi. Allez, bravo, pour ce que... Puis voilà, je sautille, quoi. Je rentre à ma chambre le soir en sautillant, je suis trop content, quoi. C'est le meilleur moment. Le mardi matin, j'ai envie de crever parce qu'il faut faire un beach volley, j'ai pas envie. Mais ça m'a appris le métier, travailler 6 jours sur 7, on se lève à 8h, on se couche à 1h, on va en boîte de nuit, on danse avec les gens. Après la boîte, on va répéter le spectacle du lendemain. J'ai appris la danse, j'ai appris plein de trucs, quoi. C'était méga formateur. Et parmi tous ces vacanciers, il y a quelqu'un qui a compté pour vous? Ouais, il y a un jour, il y a un monsieur qui me dit tu comptes pas faire animateur toute ta vie? Et je dis non, le but c'est d'écrire un spectacle et de faire du one-man show. Et là, il me dit... Lui, il est dans le monde du spectacle? Pas du tout. Et il me dit, est-ce que je peux lire ce que tu fais? Mais je dis, mais pardon, tu fais quoi dans la vie? Il dit, j'aide des entreprises françaises à s'implanter en Tunisie. Je dis, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux faire. Aucun rapport, en fait. Mais je suis hyper touché parce que jamais personne m'a dit, est-ce que je peux lire? Je dis, ok, il vient me voir à la discothèque, je lui donne toutes mes feuilles comme ça. Et le lendemain, il vient me voir, il fait, j'ai lu, c'est pas mal, c'est un peu vert, mais écoute, si tu rentres à Paris un jour, je serais content de te filer un coup de main si tu veux. J'arrête de travailler au Maroc. Et j'arrive à Levallois-Perret en 2007 à Paris. Donc je travaille en tant qu'animateur dans un centre de loisirs. Je vais chercher les enfants à l'école, je les amène à la cantine, je les ramène à l'école et après le centre, je faisais ça, donc j'avais la journée.
Et là, on se voit tous les jours à son appartement. On débriefe tous les jours, comme ça. Et l'autre personne qui va m'aider, je suis animateur à la ville de Levallois-Perret. Il y a un animateur qui s'appelle Yuval et qui me dit je vois que tu testes tes blagues sur nous. Quand est-ce que tu les joues, tes blagues? Et je dis je les joue pas, j'ai pas d'endroit où jouer. Et Yuval, donc, me dit, j'organise des battles de hip-hop. Je dis, donc, nickel, encore parfait, c'est exactement ce que je fais. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, ça n'a rien à voir. Et il me dit, je ferai faire une pause de 10 minutes. Et je dis, il y a un humoriste, il cartonne, il s'appelle Baptiste Le Caplin, vous l'accueillez. Et là, t'as 10 minutes. Donc un public qui n'attend pas ce que Je tu dis, fais. c'est un malade mental, je vais jamais faire ça. Et à Foire de Paris, porte de Versailles, il me dit samedi, 15h. Je dis, ok. Et donc des mecs font du hip-hop et tout, je regarde, les gens sont debout, c'est une scène extérieure, tout est réuni pour que ce soit un fiasco. Je suis bon, vas-y, j'y vais. Hein. Et en fait, je prends 2-3 infos avant, il me dit, bon, fais gaffe, les mecs du hip-hop, on a des surnoms, tout le monde est un peu sportif et tout machin, et je dis, bon, je vais arriver, comme ils vont se foutre de ma gueule, je vais dire que je m'appelle Baptiste, que j'ai un prénom de merde comparé à eux. Et je dis, comparé à vous, j'ai un corps de merde, parce que j'avais des blagues sur l'escrime, je dis, j'ai fait de l'escrime. Et après, je les vanne eux, et normalement, j'ai fini. Et je fais toutes ces blagues dans l'ordre, et Ça rigole. Ça rigole. Ouais, mec, t'es génial, tu reviens la semaine prochaine. Ok. Et donc, j'appelle la scène, je dis, c'est bon, ça a marché. Et il me dit, viens, on fait une audition dans un café-théâtre, au Bourron. Il me dit, c'est génial, c'est un ancien pipe show, qui est devenu une salle de spectacle. Je fais, top, super. Et je vais faire une scène ouverte, et ça marche très très bien, parce que là, le sketch, je l'avais peaufiné, parce que je fais deux passages. Et le directeur du théâtre me dit, le 2 janvier, 21h45, tous les mercredis, t'as ta salle. Et j'ai 14 personnes le premier soir. Donc je suis comme un fou. Et au bout de 4 mois, la salle est pleine, tous les soirs. Et c'est complet. Et donc je passe à 2 fois par semaine. Ma caissière de l'époque était Bérangère Krief. Ouais, c'était ma caissière et ma régisseuse. J'ai des images de vos débuts. Ah, ça c'est le bout, c'est le bout. Oh là là, la tête. Oh, wow. Bon Baptiste, je pense qu'il faut qu'on arrête là, parce que franchement, honnêtement, tu mérites mieux. C'est quoi ce râteau de dos, tu mérites mieux? Quand tu m'as dit ça, j'ai pété un plomb, j'ai fait quoi? Je mérite mieux? Non, je mérite pas mieux, non. Je suis qu'une merde, moi, je mérite qu'à toi. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire, en ce moment, je fais vraiment ce que j'aime, quoi. Et ça, j'ai la chance de le faire une fois par semaine, et j'espère le faire plus, tu vois. Mais si j'arrive à vivre de ma passion d'humoriste, tu vas te faire de la scène et en vivre, c'est le top. C'est la première interview pour Levallois TV. C'était le début, là, il y avait 20 personnes, je crois. Mais c'était la joie de jouer ça, quoi. J'étais trop content, quoi. Quand je passe à 3 fois par semaine, je dis à mes parents, est-ce que vous voulez venir me voir jouer? Je fais du théâtre le soir. Et mes parents prennent ça comme une activité périscolaire, quoi. Et donc, mes parents arrivent. Ils disent, la queue, c'est pour toi, là. Je suis, oui, tous les gens, ils viennent me voir, là. Et donc, ils commencent à voir. Et, putain, ça fait 60 personnes, quoi. Mais 60 personnes dans une salle grande comme ça. Vous êtes là, les gens sont avec vous comme ça, et vos parents sont au 3e rang, et c'est plein. Mais mes parents étaient tétanisés, quoi. Ma mère, en fait, je suis sorti de scène. Elle m'a dit, faut absolument que tu trouves une blague quand tu bois de l'eau. J'ai dit, mais pourquoi? Elle fait, parce que les gens rigolent tout le temps, mais quand tu bois de l'eau, ça rigole pas. J'ai dit, oui, je bois. Elle fait, trouve des blagues quand tu bois de l'eau. Parce qu'il y a un silence, c'est terrible. Je dis, ok, c'est bien. Parce qu'elle fermait les yeux dans ça. Ouais, elle était comme ça, pourquoi il rigole pas? Mais il boit de l'eau, laisse-le. C'est formidable, ça. C'est beau. Et donc, c'était hyper mignon. Mais cette salle, le bout rond à Pigalle, c'est un grand moment, parce que je rencontre ma compagne à ce moment-là. Elle vient me voir aussi au bout de... Le premier soir où j'ai une standing ovation, ma première standing ovation, elle avait fait une interaction pendant le spectacle un peu maladroite, je sais plus, elle avait commenté une blague, elle a dit ça c'est nul, je dis mais ça va pas, d'où tu dis c'est nul? Vous êtes mis à parler de... Ouais, parce qu'elle a dit c'est nul comme blague. Et à la fin du spectacle, je dis mais c'est qui la fille qui a dit c'est nul? Elle fait je suis journaliste. Formidable. Je suis merde. Quelques années plus tard, on a 2 enfants. Donc c'était un peu mignon ça. Tu racontes plein de trucs drôles, mais je pense que le plus drôle, ça va être la bouffe, je te jure. Mais non, ça va être non, mais regarde déjà la dépresse de à quoi ça ressemble. T'inquiète, c'est bon. Bon, Baptiste, on racontera la suite, bien sûr, demain, parce qu'en fait, évidemment, vous allez enchaîner les salles avec ce nouveau spectacle, et on verra là aussi qu'il va se passer plein de choses que vous n'imaginez pas une seconde à ce moment-là. Ouais.
Merci en tout cas. Merci à vous. On va mettre la table, tranquille. Et puis on va continuer avec le récit de Louis. Ah oui, Louis, ça va. Est-ce qu'il y a tout? On a tout? Et on mange là, hein? Ouais. Alors, Je peux jeter Ouais. ça là? J'espère que ça va être mangeable. Hein. mais t'inquiète. La salade, ce sera bon. Hein. Alors, je sais. Allez, mettez des légumes par-dessus, c'est magnifique. À voir. Non, c'est très bon. Franchement, André, c'est nickel. On peut pas être doué en tout. Hein. Non, mais vraiment, je te jure. Non, c'est très Ça bon. passe. Vous dites quoi? Oui, non, mais c'est très bien. Ça passe. C'est très bon ce qu'on mange. Ah ouais? Moi, je propose qu'on reprenne le récit de la vie de Louis Chédid. On vous a quitté à Bruxelles dans une école de cinéma. Là, je propose qu'on se retrouve. Vous êtes déjà chef monteur à la Gaumont. J'ai commencé à faire du montage à Gaumont Actualité. Et puis, je faisais de la musique, tu vois. Je pensais pas du tout faire un métier de chanteur. Mais j'adorais gratouiller ma guitare. Gratouiller et faire des petites maquettes quand même. Et faire des petites maquettes. Un jour, je rencontre un type dans une soirée qui était accompagnateur de Serge Lama, pianiste. Et il commence à me dire j'ai acheté un magnétophone qui s'appelle le Revox. Et ce qui est génial avec ce magnétophone, c'est que tu enregistres une guitare sur une piste. Après, tu passes sur le canal 2, tu entends ta guitare, tu mets ton casque et tu enregistres un autre truc. C'est une révolution. Ouais. Et j'arrive à l'acheter. Et là, je découvre un truc, tu vois. Je commence à faire des maquettes, des chansons, des choses comme ça. Il y avait un jeune réalisateur qui s'appelait Jean-Pierre Mitrecé. Il voit mon Revox et il me dit t'as un Revox, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je lui dis tu sais, je fais un peu de musique, tout ça, machin. Fais-moi écouter. Je lui fais écouter. Il m'a mis maquettes. Il me dit mais c'est pas mal, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Je lui dis non, rien. Je veux dire, tu vois, je connais personne dans ce métier. Et il me dit si tu veux, moi je vais te présenter un directeur artistique. Et on va voir un mec chez Barclay qui s'appelle François Bernheim, que je vois toujours, et on lui amène la bande. Donc le mec, il commence à écouter un titre, deux titres, etc. Et il nous dit laissez-moi la bande, je vous rappelle. Et je lui dis est-ce que je laisse la bande, tu vois, parce que et puis je me suis dit merde, vas-y, je la laisse. Et effectivement, une semaine après, il me rappelle et il me dit je vous fais faire un premier album. Ça te fait quoi quand tu apprends que tu vas faire ce premier album? Je veux dire, Ouais. Je me dis, je veux dire, j'en ferai peut-être qu'un, mais au moins j'aurais vécu un truc comme ça, tu vois. L'album sort, vous continuez le montage ou en parallèle? Alors, je continue le montage, parce que je gagnais ma vie comme ça. Mais par contre, je m'entends à la radio pour la première fois de ma vie. Et ça, c'est quand même un moment incroyable. Tu te dis, c'est quoi ce truc, je connais ça? Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une impression, parce que tu as l'impression c'est simple, quoi. Je veux dire, t'es chez toi, tu fais ton truc. Tout d'un coup, ça part dans la nature. Il y a quelque chose de magique? Il y a un truc magique là-dedans. Là, vous avez, on l'a dit, 22-23 ans, premier album, successissime. Et la première pépite, la première chanson qui va rentrer dans l'esprit des gens, T'as beau pas être beau, ouais. Vous avez 30 ans. Ça, c'était très énorme. gros. Ça, c'était énorme. Et puis, il va y avoir quelque chose d'assez marrant, parce que vous faites un tube, on se dit, super, c'est arrivé. Et puis un jour, vous faites un album, et là, il y a une critique qui va vous blesser, qui va provoquer quelque chose de particulier chez vous. Ouais. Il y avait un mec qui s'appelait Patrice Delbourg, qui était journaliste. Il y avait un article où il disait « Les valeurs sûres ». Alors, il y a un tel. Les valeurs montantes, un tel. Et moi, c'était en bas du truc, il y avait marqué les valeurs qui se cassent la figure. Qui a été, mais qui n'est plus, au fond. Ouais, voilà. Et là, tu te le prends bien dans la tronche. Et je me suis dit, mon petit Patrice Delbourg, je vais refaire un autre disque et tu feras un article dithyrambique. Donc ça va devenir un moteur. Ah ouais, c'est un moteur. Et donc j'ai commencé à bosser et je me suis dit, toi, je t'ai à l'œil. Et vous sortez un album qui s'appelle Ainsi soit-il. Et j'ai sorti Ainsi soit-il. Et là, il a écrit une critique dithyrambique. Ah, j'adore, crée ta réalité. Mais il savait que vous aviez ce moteur-là. Et alors, je l'ai revu, moi. Et je lui ai dit, tu sais, c'est grâce à toi si j'ai fait ce disque. Et on est devenus très copains. Énorme. Ouais. Et donc, ainsi soit-il, grâce à ce garçon, comme vous dites, et grâce à votre talent, du coup, il y a la reconnaissance du public, des critiques. Ouais. Et puis, c'est le titre de l'album, et c'est aussi le titre d'une chanson, je me souviens, où j'étais encore quand je l'ai entendu la première fois. Ah oui. Craque sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face,
Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Toudoudou, ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Attendez, on a oublié de dire oui, pardon. Il y a votre maman qui est là. Louis Chédid, donc, qui va nous rejoindre maintenant. Et vous avez vu le regard d'une dame, un regard à la fois plein d'affection et presque un petit peu angoissé. C'est celui de la maman de Louis Chédid. Il s'agit d'André Chédid. Ah, c'est trop bien. C'est super touchant. Hein. Ouais, elle est mignonne. Ouais. Et du coup, tes parents, comment ils vivent tout ça? Ma mère était une inconditionnelle. Jamais elle m'a dit ah, j'aime pas trop cette chanson. Jamais, jamais. C'était presque trop, tu vois. Ouais. Et mon père, il avait pas trop d'avis là-dessus, je crois. Bah, tu disais que ton père, il voulait être artiste quelque part. Ouais, Donc, est-ce qu'il est possible qu'il ait vécu peut-être étrangement le fait de voir s'incarner son rêve à travers son fils? Ça, c'est sûr. Et d'autant plus que je m'appelle Louis comme lui, et quand j'étais ado, etc., et tu reçois la première lettre de fille, etc., il y a marqué Louis Chédid, et c'est mon père qui l'ouvre, tu vois, et je m'en souviens de ça. Et là, Louis Chédid, ça devient vous. Et donc, tout d'un coup, là, Louis Chédid, il n'est plus dans son truc. Il lui est arrivé des anecdotes dans le style, il va acheter une paire de chaussures avec sa carte bleue, et le vendeur, il regarde, et il va dans le fond de la boutique, et il dit au directeur, là, il a volé, là, il a volé. Et mon père, il en parlait en rigolant, mais je pense que ça le faisait pas. Il avait qu'à pas t'appeler Louis. Ah, exactement. On verra la suite de votre parcours demain. Et moi, je me demandais si la salade de fruits, on pourrait pas la manger autour du brasero. Ouais, avec plaisir. Avec des petites femmes, une petite guitare, un Louis Chédid. Ah ouais. Et peut-être il va nous faire une petite surprise, je sais pas. On y va? Ah ouais, on y va, grave. Tu vas nous faire des blagues, toi? Ah non. Quel enfer. Non, Allez, faites-nous rire. Ouais. Puis le nom, ainsi soit-il. Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Une chanson de nouvel album? Oui. Qui s'appelle Je suis là. Où que tu sois, où que tu ailles, si tu as le cœur qui sort des rails, douleur capitale ou vénielle, quand les nuages s'amoncellent, même si je peux pas t'empêcher d'être triste, je plongerai dans les abysses, scaphandre, drié, j'irai au fond, heureux, péché. Je suis là, je suis là, ici où, tout là-bas. Je suis là, je suis là, jamais bien, loin de toi. Envers et contre tout, pour la vie jusqu'au bout, je suis là. Si par moment tu as l'âme vide, glacé le dent et l'œil humide, je viendrai rompre le silence en te chantant la vie qui danse. N'hésite pas une seule seconde, il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui tient à toi. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je suis là, je suis là, ici où, tout
jamais bien, loin de toi. Envers et contre tout. Pour la vie jusqu'au bout, je suis là. Bravo. Merci. Sur une feuille, raison. Tu nous mets ici, avec cette foule de questions, que jamais, jamais je crois ne répond. Merci à la vie. Hey, bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Ça va? Audrey. Bonjour, Audrey. enchanté. Louis. Bonjour. Bonjour, enchanté. Je vous invite à prendre un tablier Ah ouais, et puis on va découvrir ce que c'est que l'argile. Mettez-vous à l'aise. Alors il y a 2 tours. Allez-y, les Non, deux. moi je vous regarde, vas-y, commence. Allez. Non, Ah non, vas-y, attends, j'ai cuisiné hier. Non, mais en plus, moi j'ai très envie de le faire, mais d'abord je vous regarde. Alors on peut découvrir déjà la rotation et la gestion de la... Voilà, il faut plaquer la terre Fais pour ta qu'elle pizza. vienne faire une ventouse. Alors, mouillez-vous les mains et vous allez déjà découvrir le toucher de la terre en mouvement. Et c'est déjà le premier contact. Donc vous pouvez serrer, relâcher, prendre possession du matériau. Voilà. On peut modeler directement, sculpter, donner forme. Et faire aussi un bol, parce que c'est ce qu'on va faire ce matin. Bravo. C'est sensuel, hein, putain. C'est très On est sensuel. d'accord. Bon là pour l'instant ça ressemble à un trou Voilà. de Donc mini-golf. vous voyez, Là je suis bien. voilà. Voilà, il faut... Voilà. Donc là, on accélère. On accélère encore. Voilà. Donc là, on peut arrêter. Pourquoi? Parce qu'elle s'est décollée. Rien ne va. C'est très difficile le tour, mais c'est un bel instant. Avec... Là, on est sur un petit cendrier marocain. Ouais. Moi j'aimerais bien avoir la sensation de faire monter le truc, c'est possible? Alors, l'idée, c'est de venir écraser la terre. Avec les 2 doigts? Avec les 2 doigts. Voilà, il ne faut pas déraper. Voilà. Ok. Ah, bien. Voilà. Oh, Voilà, on va ralentir. Ralentissez. Voilà. Ah, je suis dégoûté. Je voulais faire un mug. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Donc on met le doigt, on fait tourner. Pas trop vite, hein. Et là, on va descendre. Ça c'est génial. Ici. Tellement. Voilà, et on y va. Et on appuie. C'est hyper sexy. Hein. Non, mais là, je suis désolée. Très sexy. Appelons un chat un chat. Bah, Et on relâche. Et pareil, et dans on le relâche. souffle. Dans le souffle. Et voilà. Oui, il est très Je me impatient. sens très voyeur. Bah ouais, tu me mates dans mon intimité, là. Non mais oui, les cours de céramique, ça doit... Il doit y avoir des afters. Ça commence à ressembler à... Ça commence. Vachement bien, dis donc. Je prends bien, Néon. Ah, On est bravo. sur un petit bol, là, Ah, non? bravo. On est Ah oui, d'accord là, ou pas? là, Bravo, on est applaudissements d'accord. même, Là, on messieurs. peut peut-être Louis. presque le garder comme ça. Presque. Ouais. On est d'accord, non? Il s'est D'accord. passé un truc, là. Allez-y, enlevez-le, comme ça Louis l'essaie. Allez. Voilà. Bravo. Donc on met un petit peu d'eau. Et on vient appuyer ici. Il est sur un bon début, Louis. On accélère Hein encore. La tour de Babel. Ouais, c'est super. Exactement, voilà, c'est ça. T'as fait un escalier et tout sur le Non, côté. non, non. Un vrai archi. Je vais faire une cuisine. Tu fais une cuisine ouverte?
Regarde comment C'est ça un plan de travail et tout. Et hop là, qui veut un Judas pour la porte? C'est exactement ce que je voulais faire. Un donut. Un donut. Il faut le conserver, celui-là. Hein. Oh merde. Quand on est né... Pardon, Frédéric, ça va aller, ça va aller. Bah, tout de suite, c'est l'art contemporain. Ah ouais, c'est pas mal. Eh, magnifique. Merci beaucoup. Merci Laurent. Frédéric. Merci beaucoup. Et bonne continuation dans, Merci infiniment. dans la sculpture. Et voilà. Merci. Merci Laurent. Merci. C'était génial. Je veux vous servir? Oui, bien sûr. Tu veux du saumon? Attends, je vais vous le donner. Merci. Tiens, je te sers? Non, vas-y, sur toi. Non, regarde, t'en veux ou pas? Fred, toi, tu veux du saumon? Allez-y, tac. Et on mange beaucoup. Hein. T'as remarqué? Oui, On mange très peu, tu rigoles Mais ou le quoi? contraire serait horrible, non? Mais on a la peau sur les os. Pardon. Moi, je propose qu'on reprenne le récit de l'histoire de l'itinéraire de Louis Chédid pour rappeler cette enfance avec des parents brillants, des parents illustres, ce petit garçon qui comprend pas ce qu'il fait à l'école et qui, quand même, aime bien la musique à l'adolescence, apprend tout seul la guitare, se dit qu'il veut faire des choses de cinéma, mais la vie va faire qu'à un moment donné, quelqu'un entend ce qu'il fait et lui dit « Faut que tu vois une maison 10 ». Premier album signé chez Barclay, très jeune, 23 ans. Hein. Et puis vous avez composé pour Françoise Hardy, pour Alain Souchon. Comment ça se passe, ça? Il y avait cette comédie musicale Émilie Joly de Philippe Châtel. Je m'appelle Émilie. Exactement, ouais. Françoise en faisait partie. J'étais dans le casting de cette comédie musicale et on s'est rencontrés comme ça. Et puis un jour, elle est arrivée, elle m'a dit « J'ai un texte, là, je sais pas quoi en foutre. Il faut absolument que je fasse un disque. » Et je lui ai dit « Si tu veux, j'essaye de faire un truc. » Et en partant de mon studio, elle me dit « Tiens, j'ai encore ça, mais de toute façon, on n'aura pas le temps de le faire parce que je dois livrer l'autre chanson demain, etc. » Je lui ai dit « Écoute, laisse-moi le texte et puis je vais essayer de faire un truc ce soir. » Et on l'a fait, et le texte était « Moi vouloir toi », je sais pas si tu connais cette chanson. Ah si, voilà. C'est drôle. Oui. On a enregistré cette chanson, et à l'époque c'était des 45 tours. Tu sais, il y avait deux faces. Ouais, face A, face B. Face A, face B. Et normalement, la face B est devenue la face A, parce que « Moi vouloir toi ». A pris le dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Début des années 2000, vous faites un duo avec Mathieu Chédid, votre fils. Ouais. En tant que père, quand vos enfants vous disent qu'ils veulent être artistes, vous avez peur pour eux, vous êtes content pour eux, c'est quoi l'attitude? Comme je l'ai dit, j'avais une scolarité lamentable. Eux, pareil. Et donc, c'est vrai, quand je voyais par exemple Mathieu commencer à jouer de la guitare, je veux dire, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est sûr que le mec, il adore ça, quoi. Je veux dire, il passait ses journées, il avait les doigts en sang, presque. Et puis les autres aussi. Je veux dire, Anna, elle a fait des écoles lyriques pour apprendre à chanter. Joseph, il connaît très très bien le son, les studios. Émilie, qui est la grande, elle fait des clips et des choses comme ça. Après, il faut se mettre au boulot, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai transmis, c'est de leur dire que c'est beaucoup de travail, quoi. Il n'y a que ça de vrai. Tel père, tel fils, c'est votre premier duo ensemble? Ouais. On adore bosser ensemble avec Mathieu. C'est l'un des meilleurs guitaristes au monde. Ce que j'adore chez lui aussi, c'est qu'il fait un truc que je suis incapable de faire, mais si j'étais capable de le faire, je ferais exactement ça. Ah, ouais. Il n'y a pas de côté paternel, fils, machin, etc. Moi, j'ai pas du tout un rapport comme ça avec mes enfants. C'est plus des musiciens et puis des amis, quoi. Je veux dire, on est très amis. Très amis avec mes enfants, ouais, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Et alors, la tournée tous ensemble avec vos enfants s'est terminée à l'Opéra Garnier. Ouais. Rien que ça. Ouais. Et je propose qu'on voit un petit extrait juste pour se remettre dans le bain. Ah oui. Qu'y a-t-il de plus important? La raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. On leur dit jamais assez qu'on les aime. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup. J'ai pas vu ça depuis je sais pas combien de temps. C'est touchant. Ouais, c'est bien.
Ça me donne envie de chialer. Vraiment. Bah oui, c'est émouvant. Je me rends bien compte que c'est un privilège incroyable ce qu'on a vécu. Et on vivra sûrement encore des trucs, tu vois. Rêveur, rêveur, c'est le titre de ce nouvel album. Avec une chanson notamment qu'on a entendue hier soir, Je suis là. Ouais. Ça parle un peu de vous quand même, rêveur, rêveur? Oui, ouais. Je pense qu'il faut garder un pied dans l'enfance, si possible même un pied et demi, et la tête dans les nuages, quoi. C'est obligé. Vous serez en tournée dans toute la France, vous serez le 13 et 14 décembre au Bouffe du Nord. Et puis on ne peut pas ne pas parler des 15 ans du Soldat Rose, qui revient avec nouveau décor, nouveau casting. Exactement. 27 décembre au 5 janvier. Voilà, et puis un peu partout en France aussi. Donc spectacle musical, on regarde des petites images pour donner envie. Ah ouais, d'accord. Ça donne envie, hein? J'ai vu Audrey, elle était Ça a l'air plein d'amour. Ah bah là, tu viens avec tes enfants. Les nuages, les cœurs et tout. Ça, je t'ai dit, je l'ai loupé la dernière fois, je viens. Ah ouais, bien sûr, évidemment. C'est une fierté d'avoir composé ça? Ah oui, ah oui. Vous nous avez raconté plein de moments, d'accord? La vie, c'est une succession de moments. Oui. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Ah la vache. Tu termines. Non, qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre à vos enfants? Quand je repense à moi, ado et tout ça, j'étais pas content, quoi. Je veux dire, j'étais pas content du tout. Et puis, les rencontres, les hasards de la vie, ce qu'on appelle les hasards, mais c'est pas des hasards, en fait, ont fait que je me suis rendu compte que c'était incroyable, quoi. Je veux dire, ce qu'on pouvait vivre et ce qu'on pouvait partager avec les autres. Ce qu'on a vécu là, en 24 heures, c'est extraordinaire quand même, parce qu'on se connaissait absolument pas, et moi j'ai l'impression que je les connais depuis très longtemps maintenant. Enfin, on s'est dit énormément de choses. Énormément de choses. Est-ce que vous m'autorisez à demander à mes camarades ce qu'ils vont raconter en rentrant à la maison? Vous savez, qu'ils vont dire, il y avait qui? J'étais avec Louis Chédid. Alors il est comment? Vous allez dire quoi? Je ne m'attendais pas à une telle humilité. Tu parles comme un débutant. Et c'est beau de t'entendre et de te voir installé à l'intérieur de ton cœur, ne parler que depuis cet endroit et dans cette jeunesse-là. Et c'est très, très touchant. Ah, écoute, ça fait très plaisir. Moi, Louis, il est comme je l'avais imaginé, gentil, la bonté incarnée, à l'image de ses enfants qu'il a mis au monde, qu'il a élevé. On voit des artistes accomplis sur scène. Et moi, je suis un grand fan. J'ai dû le voir 3 ou 4 fois en concert. Et à chaque fois, je sentais cette douceur en lui. Et ça, vous savez d'où elle vient? Ouais, la gentillesse, la simplicité, c'est des vraies belles qualités chez un artiste et chez un monsieur. Voilà. Audrey Dames m'a raconté cette enfance dans un milieu sans repères. J'utilise le mot chaotique parce que vous l'avez utilisé. Et dans un milieu où on est un peu en mode survie. Et après plein d'obstacles, de pérégrinations, on s'est arrêté hier au moment du Festival de Cannes. Vous êtes dans ce film de Claude Lelouch, qui est votre premier film. Et là, ça va s'enchaîner avec les plus grands réalisateurs, des Bertrand Blier, enfin, les grands acteurs. J'ai eu de la chance. André Téchiné, Bertrand Blier, Claude Lelouch. Nakache Toledano, évidemment. Et vous avez envie de réaliser. Je suis au Festival de l'Alpe d'Huez. C'est Gilles Lelouch, le président, cette année-là, et je viens présenter un film avec François Damiens. Je suis actrice dans le film. Et je réalise qu'en fait, tous les acteurs principaux sont des hommes, qu'il n'y a que des réalisateurs hommes. Et je me dis, mais attends, on est où? Et 4h du matin, aidée un peu par l'alcool, je commence à rentrer dans le lard de Gilles en disant... C'est quoi ce palmarès où il n'y a que des mecs? Et pourquoi, en fait, il n'y a que des mecs à la tête des films et que des rôles pour les hommes et tout ça. Dans la comédie, plus particulièrement, en tout cas à l'époque, les choses bougent. Et il me dit, tu veux faire un film avec des meufs? Fais-le. Il me dit ça comme ça, aussi simplement que ça.
Et là, je dis, si je fais un film avec plein de meufs, vous en êtes? Il y a tout mon casting quasiment qui est là. Mais non. Mais tu vois, Géraldine Nakache, je fais un truc, tu vois, et je vois Alice Taglioni, machin. Et, ouais, bien sûr, on le fait, tu vois. Genre, on va faire un film avec que des meufs, et on va montrer au monde que nous aussi on est drôle. Est-ce qu'on est drôle? Tu vois, c'est vraiment. Et ça le lendemain part de matin, ça. pendant la gueule de bois, vous dites. Lendemain matin, gueule de bois, on oublie. Et là, Olivier Delbosque, qui est un producteur très célèbre, me convoque. J'ai entendu parler de votre coup de gueule à l'Alpe d'Huez. Si je vous filais une carte blanche, vous feriez quoi? Je dis, je ferai un portrait de la femme du 21e siècle, parce que je crois qu'il y a vraiment de quoi se marrer. Il me dit, mais tu ferais comment? Je demanderais à toutes les meufs du cinéma français de me dire ce qu'elles aimeraient jouer, qu'elles savent qu'aucun metteur en scène ne leur proposera jamais. Géraldine Nakache, par exemple, à l'époque, c'était la Jones. Moi, elle m'a dit, je voudrais être mère de famille. Je lui ai mis 4 gosses dans les pattes. Tu vois, je voudrais... J'adore cette phrase. Elle voulait un rôle de femme. De tout ça, on a sorti le film Sous les jupes des filles. Et c'est vrai qu'on est drôle. On est hyper drôle, les meufs. D'ailleurs, tu vois des meufs entre elles passer une soirée. Entre elles, c'est énorme. Je crois que les mecs ne partagent pas et sont pas aussi crus et aussi... Nous, on adore raconter nos humiliations. Pas vous. Tu vois, moi, je vais raconter les plans pourris, tu vois, qui m'arrivent parce que je sais que mes potes, elles vont pleurer de rire. Les mecs, c'est moins souvent le cas. Alors, c'est passé comment? Super. C'est un désastre. C'est un désastre. Tu vois, moi, la seule joie au désastre que j'ai vécu, c'est de pouvoir faire rire mes copines. Et là... Au cinéma, en salle, c'est 1,5 million de personnes qui viennent vous voir. Après, il faut dire que c'était quand même la première fois qu'il y avait un tel événement, autant de stars féminines réunies dans un même film, et surtout, c'était la première fois qu'il y avait un film de meufs. Donc, sacrée expérience. Et là, je suis heureux de dire qu'on va vous voir, et on va bien vous voir, sur France 2, bientôt, pour les fêtes de Noël. La série, c'est Zorro. Dujardin, c'est Don Diego de la Vega. Et il y a ce rôle de cette femme de Zorro qu'on ne connaissait pas, qui a été écrit pour vous. Un rôle féminin au cœur de l'action, alors que s'il y a une chose à laquelle tu t'attends pas dans Zorro, c'est que le rôle féminin soit principal, puisque Zorro, dans notre tête à tous, il n'y a pas de meuf. Je trouve ça engagé, drôle, intelligent, très drôle, ultra féministe. On regarde un petit extrait. En tout cas, votre présence est la bienvenue dans Zorro, je voulais vous parler. Je vous écoute, Donna Gabriela. Tout d'abord, merci pour ce que vous faites pour les autochtones. Ensuite, je voulais vous dire que nous ne devons absolument plus... Qu'est-ce que vous faites? Vous disiez... Nous ne devons plus nous revoir. D'accord. Je n'ai pas terminé. Je voulais absolument m'expliquer par rapport à hier soir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. La chaleur de la nuit, sans doute. Et puis je n'avais pas vraiment dîné, enfin très légèrement. Et je ne veux pas que vous vous mépreniez à mon sujet. Je ne suis pas une femme de mauvaise vie. J'aime mon mari. C'est exactement ce que je me disais hier soir. Voilà le baiser d'une femme qui aime son mari. Génial. Bon, voilà, Zorro, une sacrée aventure pour vous évidemment, et puis pour les spectateurs. Audrey, qu'est-ce que la vie vous a appris? Je dirais que la vie est belle et que on peut toujours chercher à comprendre ce qu'une épreuve nous raconte plutôt que de la subir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bravo. Vous avez une grande légitimité pour dire ça. Merci. Merci. Je demande à vos camarades, vous allez rentrer à la maison, vous allez dire quoi sur Audrey Dana? On a envie d'être dans son clan. Il y a un obstacle devant Audrey, et elle va en franchir 5 autres derrière. C'est assez jouissif de voir ça, chez ce petit bout de femme qui doute beaucoup en plus. Il n'y a pas que sur les brocolis et les carottes. On voit qu'elle doute beaucoup, mais le fait de toujours avancer comme ça, c'est assez fort. Moi, je dirais ce qui me touche, c'est la force, évidemment, et la fragilité. C'est-à-dire que c'est un mélange des deux. Vraiment. Parce que tu pleures facilement et tu rentres dedans facilement aussi. Donc, c'est un cocktail qui n'est pas donné à tout le monde. C'est gentil. Non, c'est pas gentil. Baptiste. Purée, c'est dur. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Il y avait cette enfance de garçon très timide, très sensible, très au fait de ce qui se joue dans la famille et de ceux qui peuvent souffrir. Et donc vous êtes un enfant, mais vous êtes presque protecteur, on l'a dit. Et puis on a parlé de ce premier spectacle, 9 Bataclan.
Oui. Il y a vos parents évidemment dans la salle. Ouais. Et vous pensez à quoi à ce moment-là? Je dédie ce spectacle à ma grand-mère. Ouais. Sans elle, j'aurais pas découvert le One Man Show. Ouais. J'aurais pas découvert l'humour, ouais. J'aurais pas entendu ce rire. J'ai très peu entendu, mais ouais, c'est vraiment faire le rire de ma grand-mère a déclenché un truc, un son inhabituel, quoi, un truc que j'avais jamais entendu. Donc tout s'illumine, quoi. Parmi les aventures fortes, il y a la naissance d'un premier enfant en 2014. Oui. Vous étiez prêt à devenir papa? J'en rêvais depuis toujours. Vous aussi? Ah, j'en rêvais fort, fort, fort. Si j'avais pu être papa à 20 ans, j'aurais fait. Pourquoi vous rêviez de ça? Parce que j'ai des parents, je pense, qui ont tout donné pour leurs enfants. Mon père a arrêté de boire pour sauver sa femme et ses enfants aussi. Pas que pour se sauver lui. S'il n'arrêtait pas ça, il a combattu une maladie pour ses enfants. Et quand ma fille est née, de voir cette petite fille comme ça, et de se dire, je l'aime, et ça partira jamais. C'est un truc, mais ça met un truc de enfin, je sais pas, de se dire, ah ouais, donc c'est sûr, je l'aime toute la vie, quoi. Elle pourra me faire les pires trucs. Et ça, c'est trop bien, quoi. On est trop émus. Non, et puis après, du coup, on comprend pourquoi les parents passent par des trucs pas cool et qui restent et qui se battent. Non, c'est génial. Là où vous êtes incroyable aussi, c'est que sur scène, vous avez raconté toujours des choses personnelles. Et là où moi, j'ai personnellement été estomaqué de votre authenticité, vous savez de quoi je vais parler? Oui, bien sûr, je sais. Ouais. C'est que dans votre spectacle, vous avez parlé pendant 17 minutes de l'infidélité de manière autobiographique. Ouais. Oui, parce que ma meuf est super cool. Parce que ma meuf est super cool, ouais. Non, mais bon, voilà, le succès grandissant, j'ai connu ça. Les salles sont pleines, les gens vous regardent. Et d'un coup, des très jolies filles vous regardent. Et j'avais connu personne d'autre à part ma compagne à l'époque. Donc, je savais qu'à un moment donné, elle me l'a dit. Elle m'a dit, j'imagine qu'à un moment donné, ça va titiller à un endroit. Et je rencontre quelqu'un, effectivement, et j'ai une double vie pendant 3 mois. Et au moment où je décide d'arrêter avec ma maîtresse, parce que j'ai eu une maîtresse, il faut le dire, j'ai dit, il faut que j'arrête ça, c'est pas bien du tout. Et elle le découvre le lendemain et elle me quitte, quoi. Et donc, mon manager, Aslem, qui est toujours mon manager, voit que je suis au fond du trou et que j'ai fait une erreur terrible. Il me dit, écoute, je vais essayer de t'aider, je vais essayer d'organiser une rencontre pour que vous vous réconciliez, quoi. Et ça se passe d'une façon absolument chaotique. Parce que déjà, il me dit, tu vas dans un bar qui est la première scène ouverte officielle que j'avais faite. Et donc j'arrive dans le bar, il me fait, oh Baptiste, alors le Bataclan et tout. Je fais, ah ouais, non les gars, je suis vraiment là pour ça. Le mec, il fait 20 Bataclan, il pense qu'on va pas lui payer un coup. Donc non, je viens voir quelqu'un. Et donc je vois mon ex, qui est dehors, qui a vraiment le regard froid, quoi. Et ça se passe très mal. Et en gros, elle me dit, si tu veux me récupérer, tu appelles cette fille, tu lui dis que c'est terminé, tu l'appelles devant moi et tout. Et je lui dis, mais non, mais c'est terminé et tout. Et donc, ça part dans des cris, moi qui aime pas me faire remarquer, c'est horrible, c'est une humiliation terrible. Et donc, je décide d'écrire un sketch là-dessus. 7 ans après, je rencontre mon co-auteur Florent Bernard. Et je dis, voilà, il s'est passé ça dans ma vie. Je lui raconte l'épisode de l'infidélité de ce moment-là. Il dit, est-ce que tu crois qu'on peut en faire quelque chose? Il me dit oui, parce que ça se termine bien. Parce qu'effectivement, après, on s'est remis ensemble, on a eu notre deuxième enfant. Mais il me dit, par contre, là, gars, il faut que tu sois pas tendre avec toi, quoi. Si tu abordes ça, t'es clairement en faux. T'en parles à ta meuf avant ou pas, quand même? Alors, c'est là c'est la petite subtilité du truc. Et mon manager dit, ça serait bien que elle le voit, quand même. Et donc, j'ai dit, tu ouais. Tu m'avais même pas dit que t'écrivais un truc. Je lui ai dit, ça parle un peu de toi. Et j'ose pas lui en parler. Et je lui dis, bon, allez, je l'invite à Bruxelles. Je lui dis, on fait le week-end ensemble. Tu vois le spectacle. Assieds-toi dans la salle, puis tu verras le spectacle, quoi. Mon manager, Aslem, il me dit, bon, bah, ça va. Tu lui as dit et tout. Je lui dis, non, je lui ai pas dit. Il me fait, putain, mais c'est pas possible. Il dit, bon, laisse, je vais le faire.
Et il descend dans la salle, elle est assise, tout ça. Ah, Aslem, tu vas bien? Ouais, ça va. Dis-moi, je vais juste te dire, à la fin, il parle un peu de toi. Ah bon? Bah, c'est hyper sympa. Ouais. Et c'est hyper simple. Il parle de... Ouais, alors, il parle de, tu sais, 2012, tu te souviens? Ouais. Mais pourquoi il parle de ça? Eh bien, mesdames et messieurs, je vous demande... Bon, allez, bon spectacle. Et il parle là-dessus. Et il vient me voir, il fait... Ouais, j'ai pas trop eu le temps de lui dire, mais bon, bref. Merde. Et donc, au moment où arrive le sketch, je suis là... Je le soigne bien, je le répète bien, je le fais tout bien et tout. Et je la vois à la sortie, et on a un peu attendu avant de débriefer. Et elle m'a dit, bon, c'est pas mon sketch préféré, mais j'ai trouvé ça bien. Et ce qui m'a... Bon, j'ai laissé le temps de digérer et tout. Mais ce qui m'a touché après, c'est les réactions de plein de femmes qui l'ont vu et qui m'ont dit, on sent la déclaration d'amour derrière. Et que j'essaye de dire pardon. Voilà. Bon, Jamais sans mon psy, c'est le titre du nouveau film. Le 11 décembre, vous êtes à l'affiche avec Christian Clavier. Ouais. Je joue le rôle de Damien, qui est quelqu'un qui est multidépressif et qui en est à sa 6e ou 7e tentative de suicide chez son psy. Et 6 mois après, sa fille lui annonce qu'elle a rencontré un chouette garçon et qu'elle voudrait Et c'est toi. présenter. Et c'est moi. On regarde la bande-annonce? Avec plaisir. Vous n'allez pas sauter, Damien. Les papiers sont là. Oui, mais pourquoi vous les avez appelés? Ça fait 6 fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif. Je crois que j'ai enfin une solution pour vous. Nous allons arrêter nos séances. Non. Et je compte bien vous revoir. Ah ouais? Alors quand ça? Quand vous aurez décidé de trouver l'amour. Débarrassé. Ah, je suis tellement contente qu'Alice vienne avec son nouveau chéri. Moi aussi. Non. Sur nos 30 ans de mariage, À chaque fois que je t'ai présenté quelqu'un, t'as pas pu t'empêcher de l'analyser. ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je vais le chercher, la moindre des choses. Oh la vache! Docteur Béranger? Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? Est-ce que vous pouvez m'envoyer de toute urgence le dossier Damien Leroy? Phobie des oiseaux. Ça, j'avais oublié ça. Je vais avoir besoin de votre aide. Vous ne pourrez pas lui enlever Alice de la tête? Je peux te faire un prix, Doc. On se tutoie? À partir de 600 €, je tutoie tout le monde. Allô, Stéphane? On voudrait t'inviter. Oh, docteur Béranger, ça fait plaisir. Alors, vous étiez un couple magnifique. Papa! C'est qui, Stéphane? Je pense que je vais me marier avec lui. C'est ça que vous cherchez, docteur? Il a réussi! Il n'est pas mal au cœur en voiture. J'ai pas tout l'étard du monde non plus. Accrochez-vous. Nous adorons les piments, on ne les sent plus, nous. Vous, ça va? Pas de palpitations? Vous vomissez combien de fois par jour? Ils te mettent à l'épreuve. Avec ces somnifères, tu vas bien dormir, mon grand. Bah, le mieux, c'est que je m'en aille. Qu'est-ce que ça a pris? Ça a l'air super. Franchement, ça donne envie. Une autre aventure, c'est le trio avec Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari. Le but, c'était d'arriver à créer un spectacle 100% original. Là, ce sera pas Jérémy, Arnaud ou moi qui auront un passage. On a créé un spectacle où on est tout le temps tous les trois ensemble, quoi. On fait le spectacle inédit du trio de janvier à juin prochain. On voulait faire 30 dates, je crois. On en est à 74. C'est génial. Et on voulait faire... on s'est dit, allez, on fait 2-3 zéniths de Paris. On va en faire 11. Waouh. C'est génial. Ah, mais c'est fou. Je pose la même question qu'à vos camarades. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Il faut s'accrocher, C'est pas pour rien, je pense que j'aime autant le sport d'endurance. C'est qu'il faut avoir un bon cardio, il faut tenir sur la longueur. S'entourer de gens, un maximum de gens gentils, de gens bien. Et de se créer un cocon, ça c'est primordial. Et être poli, voilà. C'est le truc que je dis à mes enfants. Bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. Ça, faut être très poli. Politesse, gentillesse. Et après, ça attire des gens cool. Mais là, vous êtes fait des amis, j'en suis sûr. Et je me retrouve vers eux pour leur demander ce qui vous touche. On dirait le petit prince. Tu vois? Il pourrait jouer le petit prince. Il y a quelque chose, tu vois, de... Les chocos, les trucs au chocolat. Voilà, les trucs au chocolat. Mais tu vois, chocolat de Saint-Exupéry. il y a quelque chose de cet ordre-là. On dirait que tu es dans l'émerveillement et la quête et la préservation. Donc c'est beau, t'es beau. Merci, c'est gentil. Moi, ce qui me frappe, c'est comment il s'est ouvert en l'espace de si peu de temps, en 24 heures. C'est pas le même, je trouve. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Plus tu vas t'ouvrir et plus tu vas aller loin. J'aime bien ce petit moment suspendu.
Merci beaucoup. Et moi, je vais me souvenir de beaucoup de choses, mais aussi de moments qu'on a traversés ensemble. Ah, c'est chouette. Alors, je vous laisse répéter un petit mot. Ah, on met le petit mot, génial. Et le petit mot. Alors j'ai dit, c'était génial comme d'hab, jamais 203, j'espère. J'espère aussi. C'est le moment où tu veux pas faire de faute d'orthographe. Quel bonheur, des hommes, des arbres, la vie. Merci Frédéric, merci. Merci. Mais ils ont écrit des super trucs. J'ai mis un dimanche de bonheur, amitié amoureuse. Merci pour ça. Vous avez écrit merci pour votre sincérité qui me touche tant. Merci à toi. On va chercher les valises. Ok. Bon, c'était chouette. Je pique la pomme. C'était chouette, merci. C'était chouette. Un plaisir. Et donc nous, on se revoit parce qu'on va voir son concert. Bah oui. Et on va voir son spectacle. Exactement. Ah ouais. Bouffe du Nord. Si on essaie d'y aller ensemble, c'est cool. Merci Frédéric. Oui. C'est un bonheur. C'est un plaisir. Un bonheur de faire ta connaissance. Moi aussi. Mais on part ensemble en plus, vous dites au revoir. Mais... Ouais, mais on s'embrasse pas sous la pluie. Le ciel pleure notre départ. Exactement, c'est ce que je ressens. C'était si joyeux. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Salut Spirit. Salut Fred. Merci.